Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, sur notre plateau, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde, et il se passe beaucoup de choses. Michel Goya, bonsoir Michel, vous êtes consultant militaire LCI. Merci d'être avec nous ce soir. Lucas Manget, bonsoir Lucas, bonsoir, vous êtes grand reporter. Merci Sophia Amara, bonsoir Sophia, grand reporter également, spécialiste du Moyen-Orient. Samantha Bendern, bonsoir Samantha, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Xavier Titelman, bonsoir Xavier, vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Enfin Stéphane Goldin, bonsoir, vous êtes analyste sécuritaire, ancien commandant d'une unité d'élite de Tsahal. Ce soir, que se passe-t-il ce soir ? Eh bien, la guerre entre les États-Unis et l'Iran va-t-elle reprendre ? Cette nuit, le face-à-face a basculé dans une confrontation directe avec un début de bataille navale hier dans la nuit, aujourd'hui même. On va d'ailleurs y revenir parce que les escarmouches se sont poursuivies toute la journée. Mais aujourd'hui, c'est une information qui vient de nous parvenir. Nous venons d'apprendre que le MV Ocean Trader, qui est un centre de commandement flottant des opérations spéciales américaines, a été repéré à l'ancre à Diego Garcia, vous savez, cette base militaire américaine dans l'océan Indien. C'est donc un navire d'opération spéciale, secret, qui est conçu justement pour se fondre dans le trafic maritime conventionnel, Michel Goya, et on se demande, parce que généralement, il arrive en amont d'opérations spéciales, complexes ou secrètes, donc est-ce qu'il serait possible que quelque chose se trame ? Je rappelle qu'il a été vu quand même, il a été déployé en opérationnel la dernière fois, juste avant l'opération du Venezuela. Oui, alors c'est ce qu'on appelle un bateau-mer, c'est une base en réalité, c'est une base flottante, c'est gros, ça doit faire aux alentours de 20 000 tonnes. 159 soldats il accueille, des forces spéciales. Je crois qu'il doit y avoir une cinquantaine de membres d'équipage, donc c'est un gros bâtiment, c'est plus gros qu'un destroyer par exemple. Ça peut accueillir des hélicoptères, ça peut accueillir des embarcations diverses, donc c'est vraiment une base flottante de forces spéciales. Donc oui, alors soit c'est pour agir à Diego Garcia, mais a priori... non, Diego Garcia, non. Pas grand-chose à faire a priori de ce côté-là. Sans doute pas. Soit pour, évidemment, pour être prépositionné ailleurs. Et évidemment, on pense... donc c'est un bateau, donc c'est plutôt pour des opérations côtières. Donc on pense évidemment aux côtes iraniennes comme zone d'action pour participer au blocus, au contre-blocus ou contre-blocus dans le détroit, on verra. Mais voilà, mais c'est évidemment pas anodin de le voir. La seule question, c'est pourquoi il n'était pas là plus tôt. Pourquoi il n'était pas là plus tôt ? Lucas Manget, donc il accueille ce navire de commandement, 159 soldats des forces spéciales, donc américaines, qui sont là pour des missions d'insertion ou au contraire justement d'extraction de commandos. Donc quand on pose la question de potentielles troupes au sol, en tout cas ce navire-mer, comme vient de dire Michel Goya, si jamais il en était question, en ferait partie. Oui, comme on est dans cet état de ni paix ni guerre, de négociation, tout en ayant une bataille navale qu'ensuite on appelle des broutilles de part et d'autre, en fait, on continue, et les Américains continuent, et les Israéliens évidemment aussi, continuent à se préparer dans le cas de l'éventualité d'une guerre beaucoup plus massive, en cas d'échec des négociations ou en cas d'une étincelle qui serait plus forte que celle de la nuit dernière et qui conduirait à une reprise ouverte des hostilités. Il est évident que s'il y avait une reprise des hostilités, elles ne peuvent pas se produire exactement de la manière dont elles se sont produites pendant les premières semaines de la guerre, et que les Américains et les Israéliens... Donc la différence, ça serait peut-être ça. La différence serait peut-être qu'il y aurait, ça veut pas dire, je sais pas s'il y aurait une opération au sol. Nous parlons au conditionnel, donc. Non, mais il peut y avoir. Il y a d'ailleurs déjà eu des informations qui avaient été données sur le fait qu'il y avait des commandos de l'air israéliens qui étaient présents en Iran pendant les premières semaines de la guerre. Est-ce que ce genre de choses, c'est toujours cette obsession qu'il y a des fameux 440 kilos d'uranium. Il faudra bien à un moment ou à un autre, si les Américains ne l'ont pas par la négociation, ce qui semble quand même assez peu probable, et s'ils veulent aller les chercher, qu'ils aillent les chercher à la main, j'allais dire. Donc il n'y aura pas d'autre solution. C'est pas avec des bombardements aériens qu'ils les auront. Stéphane Goldin, sur ce navire des opérations spéciales américaines ? Comme l'a dit tout à l'heure Michel Goya, d'abord c'est un bateau ultra secret, ultra sensible aussi, qui a une possibilité aussi, je dirais, de superviser toutes les opérations militaires américaines, où qu'elle soit, et qui est relativement, je dirais, mobile et qui peut faire appel à d'autres unités.
Il n'y a pas que ça, puisqu'elle elle a aussi une écoute totale sur toutes les communications stratégiques qui peuvent se passer sur l'ensemble des territoires où l'armée américaine est en action. Donc cela montre aussi une chose très précise, c'est qu'on va passer probablement à une autre phase de cette guerre. Quand je dis une autre phase, c'est-à-dire que depuis le début, on est sur une opération militaire, c'est-à-dire que je définis toujours cette opération en Iran, en trois parties. Il y a eu cette opération militaire qui est actuellement menée et qui continue à être menée. Il y a eu une deuxième opération dans la première opération qui a été l'attaque, des stocks pour, taper l'économie iranienne. Et il y aura probablement une troisième attaque avec probablement des forces spéciales pour des opérations spécifiques qui pourraient aider la population iranienne. En tout cas, pour le moment, les escarmouches se poursuivent entre les Iraniens et les Américains, puisque l'armée américaine confirme avoir aujourd'hui tiré sur 2 pétroliers iraniens et les avoir mis hors de combat en réponse justement à des tirs iraniens de la nuit, Sophia Amara. Alors, il s'agit de 2 navires, le Star 3 et le Sevda, qui battent tous les 2 pavillons iraniens et qui ont été mis hors de service par l'armée américaine. Comment d'ailleurs mais là, je vous poserai la question à vous pour avoir des explications, Xavier Titelman, parce que c'est grâce à des F-18 Super Hornet de l'US Navy. Sophia. Oui, alors depuis, la nuit d'hier soir a été très mouvementée. Oui. C'est une véritable bataille navale qui s'est un début de bataille navale. Oui, ce qui est donc ils se sont chaque partie, c'est-à-dire les Iraniens et les Américains, ont fait porter à l'autre la responsabilité de la dégradation de la situation dans le détroit, sachant tout de même que le cessez-le-feu reste en vigueur, en tout cas du côté de Washington, même si Téhéran accuse les Américains de l'avoir violé. C'est ce que dit Washington et on va bien sûr y revenir tout au long de la soirée dans le détail. Exactement. Mais en un mot, Xavier Titelman, donc le F-18 de l'US Navy qui provenait de l'USS Bush, donc voilà, là on comprend comment ça fonctionne, a tiré des munitions de précision dans la cheminée de ces 2 navires pour les empêcher de rentrer en Iran. Alors, munitions Comment de précision, est-ce possible ? j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'ils appellent munitions de précision. Quand on le regarde, ça a plutôt l'impression d'être des obus, c'est-à-dire des balles, des grosses balles. Munitions de précision, ça pourrait impliquer une autre chose, potentiellement des roquettes guidées laser. C'est-à-dire que vous avez dans l'avion, vous avez un désignateur, et sur le point qui est désigné, vous avez des roquettes qui vont aller directement taper à l'impact. C'est ce qui expliquerait que ça a l'air de prendre feu un petit peu, mais les premiers tirs qu'on a l'impression de voir, c'est juste du gros canon. Et ça, évidemment, tous les avions de chasse sont capables de le faire. Et surprise ce soir, on attendait un cessez-le-feu, mais finalement c'est un autre cessez-le-feu qui arrive. Samantha Bender, Donald Trump vient d'annoncer un cessez-le-feu de 3 jours seulement, mais entre la Russie et l'Ukraine. Et donc ce cessez-le-feu annoncé il y a quelques instants par Donald Trump, ça aussi nous allons le développer ce soir, quand je vous disais qu'on aurait une soirée riche. Il s'agit du 9 mai, demain le jour de la grande parade militaire, le jour où les soviétiques fêtent la victoire, 9, 10 et 11 mai. Oui, alors ça fait plusieurs semaines qu'il y a une discussion sur un éventuel cessez-le-feu. Chaque côté, l'Ukraine et la Russie s'accusent de ne pas vouloir le respecter. La Russie propose un cessez-le-feu, en même temps tue une vingtaine de personnes hier en Ukraine avec des attaques sur des centres civils. Mais en effet, le conseiller spécial diplomatique du président Poutine, M. Ushakov, a confirmé que la Russie respecterait ce cessez-le-feu. Le président Zelensky, lui, a dit qu'il autorise la parade du 9 mai à avoir lieu à Moscou et que Moscou... On est rassuré. On est rassuré que Moscou et donc que la place rouge ne sera pas visée par les drones ukrainiens le 9 mai. Il faut espérer que ce cessez-le-feu tiendra des 2 côtés. Malheureusement, pour le moment, les Russes ont surtout continuent à bombarder des objectifs civils. Autre chose très importante, il y aura un échange de prisonniers des 2 côtés, 1000 prisonniers. Et ça, c'est vraiment... Mais ça, si je peux vous le rappeler, Samantha, ça n'est pas nouveau. Il y a eu des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie sans discontinuer depuis le début de la guerre. Ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même important, c'est symbolique pour le 9 mai. Le 8 mai, les Ukrainiens célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai, donc comme nous. Et c'est
un choix que les Ukrainiens ont fait dans leur optique de vraiment vouloir s'intégrer à l'Europe. Il faut espérer qu'il va tenir. Les Ukrainiens voulaient un cessez-le-feu sans date limite. Finalement, c'est jusqu'au 11 mai que ça a été obtenu. Nous allons évidemment en reparler ce soir, mais revenons au Moyen-Orient, puisqu'aujourd'hui, une frappe sur le sud du Liban a fait 4 morts, dont 2 femmes. Il y a eu en tout 10 morts aujourd'hui au sud du Liban après des frappes israéliennes. Et entre Israël et le Hezbollah, la trêve est complètement fragilisée. Et il y a eu une attaque israélienne d'un haut commandant du Hezbollah, la première à Beyrouth, dans la capitale libanaise depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a quelques jours. Écoutons ce qu'a dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à ce propos hier soir. Hier soir, nous avons éliminé en plein cœur de Beyrouth le commandement de la force Al-Radwan du Hezbollah, en plein cœur de Beyrouth. C'est ce même haut responsable terroriste qui avait dirigé le plan visant à conquérir le nord. Au cours du mois écoulé, nous avons éliminé plus de 200 terroristes du Hezbollah, 200 terroristes qui ont agi contre les citoyens d'Israël et les soldats de l'armée israélienne. Quiconque menace l'État d'Israël est un homme mort. Il n'y a pas eu, Stéphane Goldin, de réaction officielle de la part du Hezbollah depuis cette frappe, c'est-à-dire qu'Israël dit avoir frappé cet homme, ce commandant de la force Radwan du Hezbollah. Ça n'a pas été confirmé par le Hezbollah, mais comment le Hezbollah va réagir, d'après vous, avec quelle puissance de feu ? Le Hezbollah a immédiatement réagi en tirant sur le territoire israélien. C'est vrai qu'il y a 2 jours, il y a eu ce tir, cette opération dans le quartier de Dakhia, qui se trouve au sud de Beyrouth, où il y a eu l'élimination donc du commandant des forces Radwan. Les forces Radwan, il faut le savoir, c'est le commando d'élite du Hezbollah. Il y a à peu près 10 000 hommes qui sont entraînés, et même très entraînés. Et donc la réaction du Hezbollah ne s'est pas fait attendre. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas parler de trêve, on ne peut pas parler de cessez-le-feu. Là, Stéphane Goldin, on voit un drone à l'antenne qui est un drone qui a été lancé aujourd'hui par le Hezbollah sur la base militaire de Nahariya. C'est ça ? Oui. Alors, il y a eu un tir sur une base au sud de Nahariya aujourd'hui qui a touché... dans le nord d'Israël. Le nord d'Israël, voilà. La ville de Nahariya se trouve franchement pratiquement à la frontière libanaise. Et donc, il y a eu donc... Ce que je commençais à dire, il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de cessez-le-feu actuellement entre le Hezbollah et l'armée israélienne. L'armée israélienne continue, il y a toujours ce jeu... c'est-à-dire, théoriquement, il y a un cessez-le-feu, sauf qu'il n'y en a pas. Il y a un cessez-le-feu avec le Liban. Mais le problème, c'est qu'au sein du Liban, vous avez une milice terroriste qui refuse ce cessez-le-feu, qui veut tirer le Liban vers le bas et qui continue d'attaquer Israël. Et donc, Israël répond et riposte de façon automatique. Donc, on est sur ce jeu de ping-pong qui ne s'arrêtera jamais tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Et on sait très bien que le Hezbollah ne pourra être désarmé que quand le régime des mollahs tombera. Malgré cela, Sophia Amara, la semaine prochaine, donc dans quelques jours à Washington, débutera la 3e session de discussion entre Israël et le Liban, justement pour chercher un accord de paix. Alors, c'est ce que disent les sources américaines, c'est-à-dire un accord de paix et l'objectif de ce 3e round de négociation entre Libanais et Israéliens, une première depuis 93, donc ça faisait aussi... Oui, mais accord de paix, vous avez l'air d'en douter, là, hein. Non, les Américains peuvent dire... Voilà, exactement, c'est ce que souhaitent les Américains. Comme quand Trump dit qu'il n'y a pas la guerre avec l'Iran. Non. Donc c'est des vœux pieux qui viennent des Américains ? Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que ce sont des négociations qui devraient peut-être un jour, et quand je dis un jour avec un grand J, aboutir à la paix. Mais pour ce faire, il faudrait qu'il y ait les 2 objectifs des 2 côtés, des 2 principaux belligérants. D'un côté, les Libanais, et non pas le Hezbollah, l'État libanais qui réclame un retrait total des Israéliens du sud Liban, même si cet État n'a pas réussi à débarrasser les Libanais du Hezbollah, ça c'est une réalité. Dans le même temps, il fait face à une volonté de la part d'Israël de rendre le sud Liban inhabitable en détruisant systématiquement et sans danger, puisqu'il le fait avec des bulldozers et en mettant du TNT partout, il se prend en photo, donc il a le temps de faire voir tout ça. Et de l'autre, les exigences des Israéliens, qui sont là aussi légitimes, c'est de cesser de recevoir des missiles ou des drones de la part de ce Hezbollah qui prend en otage le Liban et qui s'en prend à Israël et attire les représailles d'Israël sur tout le pays, sur tout l'État libanais.
En tout cas, à cause de la guerre en Iran et des actions militaires israéliennes justement à Gaza et ailleurs, eh bien aux États-Unis, le débat se tend au sein d'une partie du camp démocrate. Sur quelle question ? Eh bien sur la question taboue du nucléaire israélien. Justement, une trentaine de membres démocrates du Congrès ont envoyé une lettre au secrétaire d'État Marco Rubio, pressant l'administration américaine de lever l'ambiguïté nucléaire, je cite, d'Israël. Voilà ce que dit ce Joaquín Castro sur X. Pendant près de 6 décennies, les États-Unis sont restés volontairement dans l'ignorance concernant les capacités nucléaires d'Israël. L'ambiguïté prend fin maintenant. On comprend pas très bien ce qui est en train de se passer, Michel Goya, mais est-ce que ça veut dire que pour eux, pour ces démocrates aux États-Unis, eh bien le contexte actuel de la guerre en Iran, eh bien rend cette opacité qui était l'opacité habituelle, normale à laquelle nous étions tous habitués concernant le nucléaire en Israël, eh bien intenable? Oui, alors il y a 2 questions en fait. Il y a une première question. Alors cette ambiguïté, bien sûr, c'est un secret de polichinelle. Hein. D'ailleurs, dans la lettre qui est adressée par ces représentants démocrates, ils font toute la liste des déclarations, y compris des déclarations d'officiels israéliens qui parlent du nucléaire de manière tout à fait ouverte. Donc c'est vraiment secret de polichinelle. Maintenant, ce que disent ces gens-là, c'est au fait, nous aux États-Unis, on a soutenu un pays qui n'a pas adhéré au traité de non-prolifération, mais qui a malgré tout développé un programme nucléaire en dehors, alors que les États-Unis eux-mêmes ont un certain nombre de lois qui disent nous, on s'interdit de soutenir des États qui, hors du TNP, ont un programme nucléaire. Bon, ça c'est le premier élément. Ça dure évidemment depuis, ils disent, on le savait depuis 1969 pratiquement, et on a quand même soutenu Israël. Bon. Et ensuite, ils disent surtout, dans la situation actuelle, est-ce que cette ambiguïté n'est pas plutôt un facteur de déstabilisation dans la région qu'autre chose. Voilà. Maintenant, je suis pas sûr que ça change grand-chose en réalité, puisque comme j'y reviens, tout ça est évidemment connu et c'est véritablement un secret de polichinelle. Bon, Stéphane Goldin, en fait, le gouvernement israélien ne veut pas, depuis longtemps, enfin depuis toujours même, apparaître comme le premier à introduire l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Parce que donc reconnaître publiquement posséder l'arme, ça n'a pas été fait par l'État hébreu. L'État hébreu ne confirmera ni ne démentira posséder l'arme nucléaire. Et comme l'a dit Michel Goya à l'instant, tout le monde sait. Non, mais arrêtez de dire comme l'a dit Michel Goya. Voilà, non, mais c'est un secret. Continuez, oui. C'est un secret de polichinelle. Alors c'est vrai qu'on est parallèlement aussi dans une campagne électorale aux États-Unis et on voit très bien que c'est la gauche du Parti démocrate qui écrit au secrétaire d'État Rubio pour demander des explications. Par contre, où je suis surpris parce que il n'y a pas qu'Israël qui n'a pas signé le traité de non-prolifération, Marson. Merci. Il y a aussi l'Inde, il y a aussi le Pakistan. Et pourquoi, dans le fond, cette lettre n'est pas aussi destinée à ces 2 pays ? On connaît la position et de l'Inde, mais surtout du Pakistan. Alors, concrètement, Israël, je voudrais simplement rappeler une petite chose et pourquoi, dans le fond, Israël a voulu se rapprocher, je dirais, de l'arme nucléaire. Je voudrais simplement rappeler une petite chose, c'est que l'arme nucléaire a été décidée en Israël, d'ailleurs très très tôt, dès 1949, par Ben Gurion, mais qui a été mise en place d'ailleurs par la France, où c'était un allié stratégique à l'époque, pour construire cette arme nucléaire. Mais pourquoi ? Parce que Israël, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est 22 000 km², c'est-à-dire que c'est plus petit que la Bretagne, par rapport à un monde arabe qui fait plus de 13 millions de kilomètres carrés, qui représente à peu près 3 fois la dimension de l'Union européenne. Et c'est vrai que Israël, lors de la guerre de 67 et la guerre des 6 jours et de la guerre de Kippour, a été franchement face à une dimension où il y avait une volonté, je dirais, de rayer ce pays de la carte. Et encore aujourd'hui, il y a des velléités existentielles par rapport. Et donc, il y a toute cette volonté, en tout cas Israël, de continuer à vivre, et c'est vrai que c'est une dissuasion qui est très importante pour ce petit pays. Alors attention, le 21 mars, souvenez-vous, nous étions d'ailleurs à l'antenne, nous avions suivi en direct tout cela sur LCI, il y avait eu une frappe iranienne sur Dimona en Israël, avec des missiles balistiques, et justement Téhéran avait sans doute, Samantha Bender, à ce moment-là, voulu montrer, souligner sa capacité à frapper, alors non pas le programme nucléaire, mais en tout cas ce qui s'en rapprochait, puisque c'était proche d'un institut nucléaire. Oui,
Oui, c'était surtout pour passer le message, c'est que nous savons que vous avez l'arme nucléaire, on a beau ne pas en parler. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, Stéphane Golding, l'Inde et le Pakistan ont tous les deux été sanctionnés quand ils ont fait leur test nucléaire. Donc ce n'est pas du tout passé, le monde n'a pas avalé cette pilule sans riposte. Que le courrier de la gauche du Parti démocrate aurait pu aussi rappeler l'Inde et le Pakistan. Parce que le courrier de la gauche démocrate, il a été écrit dans un contexte de guerre. Une chose qu'il faut dire, et je crois que c'est très important quand on réfléchit à ce qui se passe aux États-Unis par rapport à Israël, c'est que cette guerre est en train... Déjà, il y avait une baisse du soutien inconditionnel pour Israël qui a toujours été aux États-Unis, non seulement chez la population, mais chez les deux partis politiques, républicains et démocrates. Chez les démocrates, c'est plus fort. Chez les républicains, ça monte quand même. Et là, la grande crainte chez de nombreuses personnes, et je parle à de nombreuses personnes de la communauté juive aux États-Unis, c'est que le jour où des body bags, donc des corps américains, reviendront aux États-Unis après avoir été tués dans cette guerre en Iran, le risque, c'est que la population le perçoit comme des soldats qui seraient morts pour la guerre d'Israël. Je ne dis pas qu'ils auraient raison. Je dis qu'il y a une montée de l'antisémitisme aux États-Unis et une montée du questionnement de ce soutien inconditionnel pour Israël. Et la question de la bombe est très importante, comme le dit cette lettre des démocrates. Pourquoi est-ce que nous faisons la guerre à l'Iran pour pas qu'elle ait la bombe, alors qu'un pays qui n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire que l'Iran a signé, alors est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? On ne sait pas. Et donc il y a une perception d'hypocrisie et d'immunité pour Israël qui n'est pas appliquée aux autres pays du monde. Nous évoquions à l'instant cette frappe iranienne sur Dimona, mais il y a eu au moins 228 structures ou équipements sur des sites américains au Moyen-Orient qui ont été touchés par des frappes iraniennes, justement, depuis le début de cette guerre. Et il semblerait que l'ampleur des destructions dans ces bases américaines est bien supérieure à ce qui a été publiquement admis. Et la menace de ces frappes continue, Lucas Manget. C'est-à-dire que on voit bien que les Iraniens sont encore capables de mener des frappes. Vous voyez sur ces images satellitaires, ce qui rend d'ailleurs, je tiens à le souligner, les évaluations très compliquées par rapport à ces dommages, c'est que deux des principaux fournisseurs commerciaux d'images satellites au Moyen-Orient, je les nomme Ventor et Planet, eh bien ils se sont conformés tous deux aux demandes du gouvernement américain, qui est leur principal client, afin de limiter, de retarder ou de suspendre la publication d'images dans la région pendant que le conflit est en cours. Donc évidemment, on n'est pas prêt de savoir, puisque eux-mêmes s'auto-censurent. Ceux-là, ceux que vous mentionnez à l'instant, se sont auto-censurés, mais souvenez-vous qu'en plein milieu de la guerre, d'autres services d'imagerie par satellite commerciaux ont été purement et simplement interdits de distribuer leurs images sous peine d'avoir des... Mais là, visiblement, il y a eu un accord. Là, certains ont passé des accords avec le gouvernement américain, donc avec une forme de censure de la part du gouvernement américain avant vendre des images, et d'autres ont été tout simplement empêchés de vendre ces images. Ce que ça dit juste, c'est qu'effectivement, ce qui commence à sortir, parce que c'est important, c'est que les dégâts sur des sites sensibles américains ont été beaucoup plus importants qu'annoncés. Mais ce qu'on a su aussi, il faut mettre cette information en parallèle, c'est qu'on sait aussi que les Russes ont beaucoup plus aidé qu'on ne le savait au départ, notamment en termes de ciblage de ces zones-là. C'est-à-dire que, et comme s'il y avait eu un intérêt, le terme est peut-être trop fort, en tout cas une volonté américaine de minimiser le rôle de la Russie dans l'aide qu'elle a fournie, notamment au ciblage. Souvenez-vous, juste là, effectivement, il y a plus de 228 sites touchés. Le plus symbolique et le plus symptomatique, c'était quand cet avion AWACS avait été frappé sur la base Prince Sultan en Arabie Saoudite, qui est censé être d'abord un avion qui coûte une fortune, extrêmement important pour les Américains, sur un lieu qui est l'un des lieux les plus sécurisés, disait-on, pour les Américains au Moyen-Orient. Donc c'était un symbole, c'est cette image qu'on voit là, un symbole de la capacité des Iraniens, aidés par la Russie, à frapper vraiment le cœur du système américain au Moyen-Orient. À frapper, mais donc justement, Xavier Tettelman, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé les capacités de ciblage iranienne? En l'occurrence, on n'a surtout pas été en mesure de s'aligner. Et pas que les Américains. Je veux dire, quand la France a perdu des hommes en Irak, quand on a perdu nos infrastructures, un entrepôt également aux Émirats, nous avons tous regardé l'Iran développer des équipements, nous avons regardé l'Ukraine développer des contre-mesures, et nous n'avons pas fait ce que l'Ukraine a été en mesure de réaliser pour se défendre. Je rappelle juste deux choses. Les missiles balistiques.
les missiles balistiques, les Américains et les systèmes patriotes, etc., les interceptent entre 95 et 98%, quasiment tous. Les Shahed, il y en a 40% qui passent, sauf sur Israël, parce qu'ils ont fait le nécessaire, parce qu'ils sont habitués à être attaqués par ça. 40% des Shahed passent. La plupart de ces destructions sont liées aux Shahed, sont liées à des petits drones kamikazes qui décollent du coin de la rue. D'accord, mais comment vous expliquez alors qu'on n'a pas été capable de s'adapter, comme vous dites ? Eh bien, ça y est. Les Ukrainiens, il y a 270 Ukrainiens qui sont sur place avec leurs équipements pour être capables d'intercepter les Shahed. D'accord, donc pour vous, l'adaptation, c'est appeler des Ukrainiens. Ah mais la terre entière essaye de rattraper le retard qu'ils ont pris sur les Ukrainiens. Les Russes pour se protéger contre les Ukrainiens. Indéniablement, les Ukrainiens sont en avance. Dans le domaine, grâce à ou à cause, bien sûr, de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Aux Shahed depuis 4 ans. Alors, l'article du Washington Post, donc, qui révèle ces informations. Alors, l'article du Washington Post, simplement, Samantha, je souligne que, justement, il a analysé des images satellites qui viennent des médias iraniens, parce que, pour la raison que nous évoquions tout à l'heure. Mais ils se sont rendus compte qu'elles ont été toutes vérifiées et qu'il n'y avait pas d'exagération. Donc, elles étaient fiables. Et ils ont pu les revérifier avec des images de satellites européens Copernicus 2. Donc, c'est ça. Donc, oui, ce sont des images qui ont été vérifiées. Elles ont été fournies par les Iraniens. Donc, c'est quand même paradoxal, ce journal américain, le Washington Post, qui révèle finalement que des bases américaines ont été touchées grâce à du renseignement tout en prenant iranien. Des sources iraniennes. Voilà. Donc là, on est vraiment. Il y a des analyses qui ont ensuite été faites. Comment est-ce que les Iraniens ont pu agir aussi rapidement, parce que l'idée des Américains, c'était qu'ils allaient détruire leur capacité de riposte dans les premiers jours de la guerre, et que toutes ces cibles étaient préprogrammées. Parce que les Iraniens s'attendaient à ce qu'une guerre commence, s'attendaient à une frappe, elles étaient préprogrammées, et dès que les premières bombes ont commencé à tomber, eh bien, la riposte est partie sur des cibles préprogrammées. L'AWACS qui était là, alors il paraît qu'il a, je pense, le contrôle de Xavier, il paraît qu'il se mettait au même endroit tous les jours, enfin qu'il était là, qu'il n'y avait aucune volonté de le cacher, qu'il est prévisible. Vous savez, quand vous voulez éviter que quelqu'un vous trouve ou vous bombarde, vous changez un petit peu vos habitudes, vous n'allez pas au même endroit tous les jours à la même heure. L'imprévisibilité dans la guerre, c'est quand même la clé. Et c'est assez incompréhensible, finalement, que ça ait pu avoir lieu. Sophia, puis Michel. Oui, juste pour compléter l'information avec 2 petits points. On a parlé du soutien russe pour faciliter ou rendre plus précises les frappes iraniennes contre les bases américaines, les objectifs américains. N'oublions pas aussi le rôle de la Chine, qui a fourni dès 2024 ces fameux satellites espions qui, eux aussi, permettent de frapper de manière ciblée. Ensuite, une deuxième information, parce qu'on dit que les sites, il y en a quelques 228, des structures ou des équipements. Ce qui est plus simple à comprendre pour le public, c'est de dire que sur 17 bases américaines dans le Golfe, il y en a 16 qui ont été touchées. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point chacune d'elles l'a été. Oui, l'ampleur des dégâts. Mais on sait que sur 17, il y en a 16 qui ont été touchées plus ou moins gravement. Mais Michel, ce qui est intéressant, c'est que donc 16 sur 17, comme vient de le dire Sophia, mais c'est pas seulement ce qui a été touché, les équipements, les stockages de carburant, les infrastructures de la base, mais aussi ce qu'on appelle les soft targets, c'est-à-dire les gyms, les lieux de restauration, etc. Oui. Donc comment ça se fait que les Iraniens ont fait tout cela et si rapidement et de façon en prenant tout le monde de court? Oui, alors c'est d'abord la destruction la plus importante, c'est peut-être même pas la WACS, c'est le radar FP132. En Jordanie. Un radar. Alors il y a un radar en Jordanie, mais qui est un radar pour les missiles THAAD d'interception. Mais non, mais vous avez un radar d'alerte très important, le FPS 132. Qui était au Qatar. D'accord. Et c'est stratégique. Hein, c'est ça qui permet de regarder s'il y a des tirs de missiles, des ICBM. Bon, donc il n'était pas assez protégé ? Et c'est un système qui coûte $1 milliard, à peu près. D'accord. Et qui a été salement endommagé, quoi, au moins. Et comment vous expliquez ça, Michel ? Eh bien, parce que il y a toujours une forme d'inertie, quand même, très largement. Les Américains n'ont jamais... L'inertie de celui qui se sent quand même relativement supérieur. Je veux dire simplement, il faut souvent attendre que ça tombe sur la gueule pour que... Donc est-ce que ça va changer les choses ? Oui, maintenant, je pense que oui. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts aussi américains qui ont été touchés par des drones, par les drones Shahed, des drones plusieurs... il y a eu 7 militaires qui sont morts, dont 6 au Koweït et 1 en Arabie Saoudite. Et avec des dizaines de blessés graves. Hein, donc c'était une frappe très, très importante
au Koweït. Donc oui, les Américains, ils sont plus attaqués sur leur base depuis la guerre du Vietnam, j'entends par des frappes d'ampleur, hein, pas des petits tirs de mortier, des choses comme ça, non, des frappes de grande ampleur. Les Américains ont la maîtrise du ciel, ils sont trop habitués à avoir la maîtrise totale du ciel, et malgré, et ça aussi c'est un phénomène courant, hein, pourtant ils voyaient ce qui se passe en Ukraine, ils voyaient que... mais ils n'en tiraient pas de leçon. Que les bases, c'est devenu vulnérable, il faut souvent... Bon, enfin, vous êtes militaire, Michel, donc est-ce que ça veut dire que c'est uniquement quand ça vous arrive à vous qu'on tire des conclusions? C'est souvent comme ça. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Mais bon, alors soit vous avez... Ou alors... vous avez une organisation qui est relativement souple, qui est relativement agile, qui fait du rétex, qui observe et qui prend des décisions rapidement, qui a suffisamment d'argent, des fonds pour pouvoir investir très vite. Mais l'armée américaine, c'est quand même aussi une grosse machinerie. C'est quand même aussi le Pentagone, c'est aussi une grosse bureaucratie. Hein. C'est pas tout à fait comme ça en Israël ? Non, l'armée israélienne a une facilité, une mobilité beaucoup plus rapide et donc il y a beaucoup moins d'inertie. Là, ce que l'on voit, c'est évidemment une certaine lourdeur, entre guillemets, de toute la puissance américaine dans une structure. Et il y a la question aussi de l'anticipation. Et c'est une question qu'on doit tous se poser. C'est vrai que quand on mène une opération, quand on va mener une guerre ou simplement une opération spéciale, peu importe laquelle, il y a évidemment toute une réflexion en amont sur l'anticipation et sur les... Évident. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a énormément d'interrogations qui se posent. Et d'ailleurs, les pays du Golfe se posent aujourd'hui la même question concernant leur propre sécurité. Oui. Ils remettent en question la garantie américaine ? Si vous voulez, quand je vois les Émirats arabes unis demander aujourd'hui à Israël de faire venir une unité de Tsahal pour installer le dôme de fer. Physiquement, des dômes de Tsahal sont présents pour il y a physiquement une unité de Tsahal qui installe les dômes de fer sur le territoire des Émirats arabes unis. C'est officiel, c'est dit, c'est clair. Mais cela veut dire aussi une chose, c'est que dans le fond, ces Émirats arabes unis préfèrent peut-être la fermeté, entre guillemets, d'Israël et la mobilité de la puissance israélienne par rapport aux États-Unis qui, concrètement, on peut se poser des questions sur la stratégie finale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette stratégie finale qui n'a pas été si claire que ça du côté américain, elle empiète, je dirais, sur la décision justement de ces pays du Golfe. Revenons à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, où la situation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est assez tendue. Des escarmouches n'ont cessé de se produire toute la nuit et également toute cette journée. Et le CENTCOM américain a publié il y a quelques heures ce post, je cite, plus de 70 pétroliers sont actuellement bloqués par les forces américaines et empêchés d'entrer ou de quitter les ports iraniens. Donc on a vraiment l'impression que les forces armées des États-Unis légitiment leur présence, justifient leur travail dans le détroit d'Ormuz. Or, on constate tout de même que des cargaisons de pétrole continuent sans relâche à passer par ce détroit malgré ce blocus. Pourquoi, comment ? Eh bien, grâce au transfert clandestin en mer qui dissimule l'origine du pétrole qui a quitté les ports iraniens. Il s'agit, Lucas Manget d'ailleurs, de transbordements clandestins de navire à navire, ces transbordements, à des milliers de kilomètres d'ailleurs de ce détroit d'Ormuz. On le voit sur cette carte-là, regardez, près de l'archipel de Rio, un groupe de petites îles indonésiennes. Donc ils passent par Ormuz, ensuite ils passent par le détroit de Malacca, et puis ils vont donc vers ces petites îles parce qu'ils sont là sur la route de Chine. Et si j'ai bien compris, ça n'est pas nouveau. Non, cette façon de faire. C'est une technique relativement ancienne, très efficace, parce que très difficile en fait à contrôler et à arrêter, c'est-à-dire littéralement de transbordement en mer. Vous avez de nuit des bateaux qui coupent leurs AIS, ces espèces de GPS de localisation qui permettent de voir où sont les bateaux sur les océans de la planète. Et là, un transbordement de cargaison qui passe. À cause des sanctions internationales, l'Iran le fait sans cesse. L'Iran le fait sans cesse, la Russie le fait beaucoup aussi. Oui, aussi. Et puis d'autres États l'ont fait avant. Ça se faisait beaucoup pour des cargaisons, notamment justement de matériel militaire, par exemple interdit, ou du matériel sous sanction. Pour du pétrole, ça nécessite quand même des grosses infrastructures. Hein. Ça se fait pas en 10 minutes. Ça prend des heures et des heures de transborder d'un navire à un autre. Mais ça permet de rendre quasiment intraçable, effectivement, une cargaison, en l'occurrence là de pétrole, et de faire en sorte qu'ensuite on blanchit d'une certaine manière
manière, avec sous un nouveau pavillon d'un bateau. Voir que dans ce contexte un peu ahurissant de ce qui se passe depuis 24 heures, les Iraniens ont quand même annoncé aujourd'hui la création d'une société de gestion du détroit d'Ormuz, qui est très intéressante parce que au moment, après une nuit que vous avez décrite de très très complexe. Oui. L'Iran fait comme si de rien n'était et annonce à la télévision iranienne que la société de gestion du détroit d'Ormuz a été créée, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que l'argent commence à entrer. C'est donc une société de péage maritime pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et ça, d'un point de vue purement sémantique, je veux dire, c'est pour les Américains, c'est exaspérant. C'est-à-dire que au moment où ils sont censés reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz, les Iraniens disent non mais nous tout va bien. En fait, on a monté une société qui marche très bien et l'argent commence à rentrer dans nos caisses. C'est évidemment pas aussi simple que ça, et ça va pas rentrer aussi facilement dans les caisses de l'État iranien. Mais quand même, c'est une provocation de plus. Bon, comme vous voyez dans cette image en direct, il y a encore des bateaux qui sont coincés de part et d'autre de ce détroit d'Ormuz, qui n'est décidément pas libéré. Mais cette nuit, après cette escalade militaire directe entre l'Iran et les États-Unis, un pétrolier de la flotte fantôme iranienne, nommé le Ocean Koi, qui battait pavillon de la Barbade et qui figure sur la liste de sanctions américaines, a été saisi par des commandos, là c'est les images que vous voyez, mais pas par des commandos américains, par des commandos iraniens. C'est-à-dire que les commandos de la marine iranienne ont été saisir un bateau qui transportait du pétrole iranien. Alors ça peut poser question. La raison officielle, c'est que ce bateau a tenté, je cite, de perturber les exportations de pétrole iraniennes et de, je cite, nuire aux intérêts nationaux. Alors on peut se dire, Sophia Mara, que c'est une façon des gardiens de la Révolution de se montrer la puissance régulatrice du détroit, d'afficher cette puissance, même de gendarmes, de dire voilà, même nous sommes, voilà, nous agissons, nous sommes les chefs chez nous, nous agissons, nous projetons une image de force et de discipline, même par rapport à des bateaux iraniens, de la flotte fantôme. Et même par rapport à des alliés. Et cette façon de faire est en contradiction avec la réalité, parce qu'en fait, les relations entre les deux parties sont au beau fixe. Et on apprend aujourd'hui qu'il y a même un trafic intensif qui, pour pallier au manque créé par le blocus, qui s'établit entre la Chine et l'Iran via le Turkménistan, oui. Et qui permet, pour l'instant, apparemment, d'amener principalement vers l'Iran des produits de première nécessité, des machines, etc., mais qui pourrait, à terme... Vous parlez des trains ? Oui. Ah oui, ben les trains, nous allons en parler tout à l'heure. Bien évidemment, c'est en cours de faire appel aux ferroviaires. Mais là, Michel Goya, c'est quand même assez étonnant, ce commando iranien qui saisit ce navire de la flotte fantôme. C'est-à-dire qu'en fait, dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui, chaque navire, qu'il soit allié, neutre ou fantôme, oui. Est finalement traité comme un levier de négociation. Oui, bien sûr, mais non, mais il y a une vraie bataille du contrôle. Voilà, il faut savoir qui est le patron dans la région. Donc, les Iraniens, ils multiplient les gestes dans ce sens. Ils tirent sur tout ce qui pénètre. Ils ont très clairement indiqué une kill zone, une zone interdite avec des limites très précises, avec donc des lignes rouges, disant voilà, nous tirons sur tout ça, c'est à nous. Nous, on contrôle ça. Donc, ils ne cessent d'agir pour montrer qu'ils sont les vrais maîtres du détroit. Et inversement, les Américains, ils envoient des destroyers dans la zone pour dire, écoutez, non, vous n'êtes pas les patrons, et nous aussi, on peut naviguer comme on veut dans votre zone interdite. Donc on montre ses muscles de part et d'autre, mais c'est malgré tout, c'est important, quoi. C'est important pour l'avenir, parce qu'on sent évidemment la tentation pour l'Iran de dire, finalement, c'est quand même pas mal, quoi, ce contrôle du détroit. Alors c'était peut-être au départ une opportunité, à dire voilà, on va emmerder le monde entier, c'est une prise d'otage, et puis on se dit finalement cette prise d'otage elle est quand même assez rentable. C'est ça. Et peut-être on va faire durer. Faire durer. Stéphane Goldin. Oui, il y a une opération de rentabilité derrière tout ça, mais dans le fond, si l'on voit bien les choses depuis 24 heures, on s'aperçoit qu'on est face à une sorte d'escalade contrôlée.
elle est contrôlée du côté des États-Unis, elle est contrôlée du côté iranien, parce qu'on voit très bien que derrière, il y a quand même des discussions qui doivent se passer, entre les différentes administrations, enfin entre les différents pouvoirs, pour arriver à quoi personne pour le moment le sait. Et donc on voit que d'un côté, les Iraniens font tout pour montrer qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz et qu'ils le contrôlent d'une façon, quand je dirais policière, avec des lois, c'est-à-dire quand j'emploie le mot de policier, c'est-à-dire avec des lois, pour faire respecter la loi. Et d'un autre côté, les Américains veulent aussi faire respecter leurs propres lois. Donc on est face, je dirais, à deux contrôles qui sont parallèles, mais on voit que derrière tout ça, c'est une escalade qui est complètement contrôlée depuis ces 24 heures. Et que la guerre peut reprendre à tout moment. Exactement. Je rappelle que ce matin, les défenses aériennes des Émirats Arabes Unis se sont mises en action face à justement des drones et des missiles tirés depuis l'Iran. 3 personnes ont d'ailleurs été blessées. Nous sommes en direct au Qatar avec Marion Russell. Marion, bonsoir. Merci d'être avec nous, Marion. Vous voyez que nous avons des correspondants, des envoyés spéciaux partout pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, les conséquences de cette guerre en Iran. Marion, les États Arabes Unis, ont été les plus ciblés de tous les pays du Golfe depuis le début de cette guerre, y compris ce matin. Et comment considèrent-ils, eux, la situation ? Eh bien, les Émirats se retrouvent en quelque sorte pris en étau avec notamment ces attaques qui ont donc repris depuis quelques jours. Ce matin encore, 2 missiles balistiques, 3 drones interceptés dans le ciel émirati et donc 3 blessés légers sur son sol. Les Émirats qui se sont dit prêts à riposter, mais qui concrètement ne mettent pas en œuvre de riposte militaire parce qu'ils le savent, ils sont aussi une cible importante de la part de l'Iran. Ils ont été identifiés comme des potentiels alliés des États-Unis et d'Israël. Alors leurs relations avec l'État hébreu sont normalisées depuis 2020 avec les accords d'Abraham. Et c'est ça qui fait que l'Iran les prend pour cible. Ils sont à proximité immédiate du pays. Et forcément, les Émirats Arabes Unis ont été particulièrement ciblés depuis le début de cette guerre. Les Émirats qui donc appellent aussi leurs alliés américains à les soutenir, à continuer de pouvoir les défendre. Mais ils ont bien peur que cet allié américain finisse par les laisser sur le côté parce que le président américain pourrait être plus tenté par un accord, un cessez-le-feu durable, une fin de guerre plutôt que de la restauration de la sécurité dans la région. Voilà un peu pour la situation des Émirats Arabes Unis qui font aussi partie de ce lot de pays du Golfe qui ont conclu un accord avec les Américains pour 25,8 milliards de dollars d'armement, des armements notamment de défense aérienne, mais ces défenses aériennes elles seront livrées seulement dans quelques années, mais on sent bien là que les Émirats et les pays du Golfe tentent de prendre aussi leur indépendance et de renforcer leur défense, notamment aérienne, au vu de la situation dans la région. Merci Marion Russell, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct du Qatar. Justement, les Émirats Arabes Unis ont été ciblés et ils vont sans doute continuer à l'être. En tout cas, c'est ce que dit un conseiller du guide suprême, non pas le guide suprême bien sûr puisqu'il ne parle pas, mais un conseiller du guide suprême qui insiste sur les Émirats Arabes Unis, je vais y arriver, comme cible. L'écoute. Quelle est votre réponse à un petit pays comme les Émirats Arabes Unis qui a commis des erreurs ? Ils ont été punis et ils le seront encore davantage. Pendant longtemps, ils se sont présentés comme un paradis pour la sécurité des investissements. Aujourd'hui, ils sont devenus le théâtre de la plus grande fuite des capitaux. Ils ont été mis à mal et ils le seront encore davantage. Sophia Mara, là, vraiment, il n'y va pas de main morte, ça continue, c'est-à-dire ils ont été mis à mal et ça continuera. Oui, tout à fait. Et les Émirats Arabes Unis découvrent de plus en plus leur incroyable vulnérabilité, malgré les sommes colossales qui ont été dépensées pour la défense de ce petit pays. Est-ce qu'ils découvrent leur perception par un État voisin comme la République islamique d'Iran ? Mais de toute façon, ils savaient que pour eux, ça pouvait devenir un ennemi potentiel et ils étaient parfaitement conscients de la capacité de nuisance de l'Iran. Mais est-ce qu'ils étaient prêts ? Ils n'étaient pas prêts. Les Américains eux-mêmes n'étaient pas prêts à la riposte, aux représailles et au système de défense asymétrique de l'Iran, qui tout en étant une puissance régionale, qui n'a évidemment qui n'a pas la même force que celle d'une puissance comme celle des États-Unis, a réussi à tenir l'armée américaine non pas en échec, mais qui n'a pas fléchi jusqu'à ce jour. Les Émirats, il y a 2 points qu'il faut ajouter ici. Une des raisons pour lesquels ils sont particulièrement ciblés, c'est évidemment les accords d'Abraham qu'ils ont signés avec Israël en 2020, mais aussi, je dirais peut-être même surtout, c'est parce que les Émirats
Arabes Unis ne sont pas des enfants de cœur. Les Émirats Arabes Unis ont été un hub financier pour le blanchiment d'argent de la République. J'ai l'impression qu'il le cite même. Islamique d'Iran. Il le dit directement. Et une des raisons principales, même si la poésie consiste à dire oui, c'est parce qu'ils ont été pour la paix. Ben non, pas du tout. Enfin, si, c'est une des raisons. Mais c'est parce qu'ils leur ont fait mal au portefeuille et que les Émirats Arabes Unis ont bloqué, gelé, empêché certains fonds, certains réseaux financiers, de continuer à œuvrer depuis que ce conflit a commencé. Ça, c'est le premier point. Le second et le dernier, c'est que les Émirats Arabes Unis aujourd'hui reçoivent, et c'est une première, l'aide et l'assistance israélienne pour essayer de les protéger, parce que les Américains n'y arrivent pas. Très bien. Par contre, on ne peut pas exclure qu'à terme, le résultat de ce conflit, ça sera, comme vous le disiez, effectivement qu'il se détourne d'une certaine manière de l'Amérique qui n'a pas fait assez pour les défendre, non pas pour qu'on se contenter de l'aide et du soutien israélien, qui est certes de qualité, mais quand on a vraiment un problème existentiel face à l'Iran, comme Israël là, mais c'est désormais venu un point commun entre Israël et les pays du Golfe, c'est de se tourner vers la Chine. Et ça n'est pas à exclure, et ça sera encore une des conséquences néfastes ou négatives pour Donald Trump. Si vous arrivez sur LCI et prenez cette émission en cours, nous sommes en train d'essayer de comprendre et d'analyser le fait qu'aujourd'hui, l'armée américaine a continué à frapper sur plusieurs pétroliers vides qui tentaient de briser le blocus. Le blocus, évidemment, dans le détroit d'Ormuz. De quel navire s'agit-il ? Il s'agit de ce qu'on appelle, Xavier Titelman, des VLCC, c'est-à-dire des très gros porte pétroliers. Et écoutons, avant de vous faire réagir, ce qu'en a dit ce même conseiller du guide suprême, parce qu'il compare Hormuz, vous allez voir à quoi, c'est assez fort. On l'écoute, il était dans la rue, étonnamment, il répondait à une question du journaliste d'un média d'État iranien, bien sûr. La question du détroit d'Ormuz revêt une importance capitale. Nous avons négligé cette aubaine pendant des années. En réalité, le détroit d'Ormuz est un atout aussi puissant qu'une bombe atomique. Contrôler une zone qui, si elle est fermée, peut affecter l'ensemble de l'économie mondiale. C'est une capacité énorme. C'est une capacité que nous avons acquise grâce à cette guerre. Et nous ne la céderons en aucun cas. Xavier Titelman, il compare Hormuz quand même à une bombe atomique, une aubaine. Une aubaine que, dit-il, nous sommes contents de développer aujourd'hui. Ils auraient dû développer plus tôt. Mais en réalité, ça fait quand même des décennies qu'on sait très bien que c'est leur arme absolue. À défaut d'avoir l'arme nucléaire, ils cherchent à bloquer le détroit d'Ormuz, ils cherchent à prendre en otage la totalité de l'économie mondiale, notamment asiatique en l'occurrence, et qui peuvent également faire pression sur les alliés des États-Unis dans la zone. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, l'Irak, personne ne peut exporter. Donc finalement, dans les deux sens, les alliés des Américains sont tous pris à la gorge. Certes, la Chine aussi, mais en l'occurrence, ils peuvent laisser passer juste ce qui désavantage pour la Chine, et c'est à la Chine de mettre la pression sur les États-Unis pour faire passer le pétrole qui doit lui revenir. Donc en l'occurrence, c'est vrai que là, ils ont, par Donald Trump, eu l'opportunité de saisir ce détroit d'Ormuz. C'est certainement que par les armes ou par vraiment une négociation qui perdrait, du coup, ils accepteraient de revenir à un statut avant-guerre. Mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur iranien, dont je ne me souviens plus du nom, est en train de répéter ce que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a lui-même dit il y a quelques jours. Et si vous voulez, l'ironie de ce qui se passe, c'est qu'en voulant empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire, les États-Unis ont offert une autre bombe nucléaire à l'Iran qu'elle peut utiliser et qu'elle peut même cibler, parce que là je suis un petit peu moins d'accord avec vous, Xavier. La Chine, les bateaux qui contiennent du pétrole chinois passent. Certes, il y en a un qui a été attaqué, je crois hier ou avant-hier, mais la Chine réussit quand même à faire sortir son pétrole, et comme nous allons voir plus tard dans l'émission, il y a d'autres moyens pour que le pétrole iranien soit acheminé en Chine. Et là, vous parliez, Sophia, de la Chine et des Émirats Unis, des Émirats Arabes Unis. Il y a aussi l'Arabie Saoudite, qui, elle, se désolidarise des États-Unis complètement, mais qui a aussi intérêt à courtiser la Chine, parce qu'elle a son grand projet d'Arabie Saoudite 2030, devenir un hub technologique. Pour ça, elle aura besoin de l'aide de la Chine. Donc on voit une reconfiguration du Golfe, les pays qui se désolidarisent entre eux, et des États-Unis,
et qui vont vers la Chine. Et donc, on est en train d'assister à une reconfiguration des cartes mondiales assez étonnant sous nos yeux, l'histoire vivante. Accélérée par cette guerre. Et ça va jusqu'au point que Téhéran a créé une autorité spéciale chargée d'approuver les passages dans le détroit d'Ormuz, comme si justement Téhéran était propriétaire de cette voie navigable internationale. Et aujourd'hui même, la marine iranienne a conseillé aux navires de rester à distance des navires de guerre américains après toutes ces escarmouches nocturnes que nous mentionnions. Voilà ce que dit la marine des gardiens de la Révolution. Nous devons donner des leçons aux Yankees avec nos drones et nos missiles, Michel. Ça vous fait sourire? Oui, juste un point sur la question précédente. Pour l'instant, la Chine n'a pas d'offre de protection militaire. Hein. Oui. Peut-être que ça viendra. Peut-être ça viendra, et ça, ce serait une vraie révolution. Hein. D'un seul coup, si on voyait la seule base extérieure de la Chine, c'est à Djibouti. Mais si on voyait effectivement fleurir des bases chinoises dans la région, là, ce serait une vraie transformation du monde. Maintenant, oui, mais Michel, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les Iraniens hier ont bien appelé tous les navires qui étaient dans la partie nord, on la voit bien, la partie nord du détroit, donc près de leur côte, de descendre plus près de Dubaï, ce qu'ils ont tous fait. Oui. Ils ont tous obtempéré parce que justement, ils redoutent les tirs. Oui, mais c'est la fin de l'opération du projet Liberté de Donald Trump. Hein. Je rappelle qu'il y a... Elle n'a pas duré longtemps. Hein. Non, ça doit être une des opérations militaires les plus courtes de l'histoire, certainement. Mais le projet, c'était quand même de libérer un petit peu par la force le commerce. Et ça a duré effectivement 24 heures. Et ça s'est terminé finalement par des séries d'accrochages qui ont contribué encore plus à faire peur aux navires qui ont été dissuadés de tenter l'expérience américaine. Donc de ce point de vue, même si tactiquement, effectivement, les Américains en ont profité pour donner des coups aux Iraniens, mais stratégiquement, les Iraniens continuent à encore plus verrouiller. Oui, encore plus verrouiller. Alors, Stéphane Goldin. En deux mots, là aussi, une question d'anticipation par rapport à l'armée américaine, par rapport à la question du détroit d'Ormuz. Et c'est vrai que dans le fond, ça devient une véritable arme stratégique pour l'Iran. Mais dans le fond, il y avait des signes annonciateurs. Parce que quand, à partir de fin 2023, début 2024, les Houthis qui sont un proxy de l'Iran commençaient à bloquer le détroit d'Aden, on montrait déjà certains signaux avec les ordres qui venaient de Téhéran, et je pense que ça aurait pu être pris en compte largement en amont pour réfléchir à cette opération qui peut se passer dans le détroit d'Ormuz, et peut-être que l'anticipation, là encore, n'a pas été au rendez-vous. Mais... Ce soir, nous venons de l'apprendre, un navire, un centre de commandement flottant des opérations spéciales américaines, le Ocean Trader, a été repéré à Diego Garcia. Vous savez que Diego Garcia, c'est cette base militaire américaine dans l'océan Indien, mais qui est finalement pas si loin que ça du détroit d'Ormuz. Et ce navire mer, comme vous disiez, Michel, est un navire qui peut accueillir 159 soldats des forces spéciales. Et je rappelle, c'est quand même troublant qu'il était au large du Venezuela peu avant, à la veille de cette opération réussie de janvier au Venezuela, juste avant la capture de Maduro. Oui, même si le raid n'était pas parti de ce type de ce navire. Le raid héliporté était parti d'un porte-hélicoptère d'assaut, comme le Boxer et le Tripoli, qui sont actuellement déployés. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire, l'arrivée de ce nouveau navire, le Ocean Trader? Ce navire, encore une fois, c'est une base flottante pour forces spéciales. Donc c'est à la fois un centre de commandement et c'est une base logistique, une base de transport. Donc c'est gros, hein, c'est 20 000 tonnes, c'est plus gros qu'un destroyer Harley Burke, c'est une sorte de petit porte-hélicoptère, si vous voulez, mais qui peut accueillir des hélicoptères, qui peut donc à partir de là on peut effectuer un certain nombre de raids, qui peut accueillir un certain nombre d'embarcations aussi. On peut faire aussi des petites opérations amphibies, et surtout c'est un poste de commandement flottant. Donc c'est plutôt destiné à agir sur les côtes. Donc à l'intérieur, vous mettez plutôt des Navy Seals pour agir. Et voilà, c'est la question, c'est pourquoi est-ce qu'il est à Diego Garcia et pas dans le golfe d'Oman pour éventuellement piloter un certain nombre d'opérations. Mais il y viendra certainement. Oui, c'est ça. Assez rapidement. En route. Mais voilà, donc mais c'est comme les deux porte-hélicoptères, les groupes d'assaut amphibies, hein, c'est-à-dire qu'on réunit enfin des moyens qui auraient dû être là dès le départ, mais qui arrivent en cours de route pour agir un peu plus sur les côtes et notamment éventuellement sur le détroit d'Ormuz.
Stéphane Goldin, vous êtes familier des opérations spéciales. Est-ce que ce navire américain, qui est un centre de commandement flottant des opérations spéciales américaines, qu'est-ce que ça peut présager pour des opérations au sol ? Ce que ça peut présager, évidemment, d'arriver sur les côtes et avoir un débarquement, mais avec des petites unités, hein. C'est-à-dire c'est des rentrées et des sorties avec des cibles très précises, avec une anticipation évidemment très précise pour capturer quelque chose de bien précis et pour attaquer une cible bien précise. Il y a aussi un autre volet dans cette affaire. Oui, mais par exemple, quelle cible ? Pour faire quoi ? Ça pourrait très bien être la question de l'uranium enrichi, par exemple. Ça pourrait être aussi l'élimination de certaines personnes. Ça pourrait être aussi l'aide à la population iranienne. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de l'apport d'armes, justement, ou de matériel à ces opérations. Ça peut être aussi la destruction ou, je dirais, la mise en difficulté des côtes iraniennes par rapport justement à la question du détroit d'Ormuz, où là, on sait très bien qu'il y a énormément de mitrailleuses ou de missiles qui peuvent être tirés. Mais au-delà de cela, il y a aussi un autre volet. Il y a le volet de ce qu'on appelle la guerre psychologique. En annonçant que ce bateau, en général, c'est un bateau qui est relativement secret. En général, on n'en parle pas. En général, quand une force spéciale arrive, moins on en parle, mieux on se porte. Si on en parle, c'est que ça l'est foutu, cette opération. On va pas se raconter l'histoire. Ouais, évidemment. Donc là, c'est plutôt. Je vous rappelle que ça n'est pas, là, c'est pas la Maison Blanche qui nous a donné cette information. Voilà. Donc on est plutôt dans la volonté que ça puisse se savoir, et je pense qu'on est encore une fois dans une montée en puissance de ce qu'on appelle la guerre psychologique. La guerre psychologique, une fausse piste, peut-être pas. Sait-on jamais. En tout cas, pendant ce temps, à la Maison Blanche, on vient de poster, mais à l'instant, sur le compte officiel, cette image de Donald Trump qui est appuyé sur son bureau et il écoute cette musique. All I do is win. Tout ce que je fais, je gagne. Cette musique de DJ Khaled. Donc c'est avec ce commentaire de la Maison Blanche. Voici ce que nous écoutons ce vendredi. Lucas Manger, c'est quand même... Oui, on parlait de communication, là on est en plein dedans. Oui. Ne prenez pas cette terme. Non, mais ce que je veux dire, il y a un côté, on peut en rire. Ça devient non, mais forcé, là, presque. Il faut prendre les choses au sérieux et garder son sérieux. C'est une méthode de communication de la part de Donald Trump qui est un adepte de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que il essaye en permanence, et particulièrement quand il est en difficulté, de dire qu'il est en train de gagner. Et il est dans un moment très délicat, parce que on est dans cet état de bataille navale, mais en même temps chacun reculant en disant non, c'est pas la guerre, et peut-être de négociations, et surtout d'une rencontre avec Xi Jinping très importante pour lui en Chine la semaine prochaine. Il y a un côté qui nous paraît absurde et ridicule dans ce type de communication, le fait même qu'on les commente, le monde, c'est-à-dire que au début on en sourit et puis après on en soupire parce que c'est épuisant et c'est permanent et qu'on passe notre temps à commenter la manière dont Trump communique, mais c'est son mode de communication, et c'est un mode de communication qui parle à sa base électorale. Non. Et pour lui il y a que ça qui... Oui, on va revenir là-dessus. Nous allons aller dans un instant à Washington où se trouve Sonia Dridi, notre correspondante permanente. Je rappelle que cette nuit, 3 destroyers américains ont été attaqués par des missiles iraniens, par des drones iraniens, par la flotte moustique iranienne. Il s'agit de l'USS Truxtun, de l'USS Mason et de l'USS Rafael Peralta. Donc les menaces que nous évoquions depuis quelques jours sur ce même plateau à LCI se sont concrétisées. Sonia Dridi, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Washington. Sonia, est-ce que le cessez-le-feu qui est valable depuis quelques jours, depuis un certain nombre de jours, entre les États-Unis et l'Iran, est encore viable ? Alors, en tout cas, c'est le message que veut absolument faire passer le président américain et l'ensemble de son administration à la population américaine. Donald Trump, hier, à propos de la réplique américaine après l'ouverture du feu par les Iraniens contre des navires américains, a assuré que c'était une broutille, que la réponse américaine était une sorte de tape amicale. Donc, on a un Donald Trump qui veut faire passer ce message que désormais, on est dans une phase défensive et qu'un accord avec les Iraniens
iranien, comme il l'a encore dit hier, est toujours possible. Son secrétaire d'État, Marco Rubio, qui depuis la Maison-Blanche, il y a quelques jours, avait expliqué que l'opération Fureur épique est terminée et que désormais on est dans une phase défensive. Il a encore dit ce matin, si les Iraniens ouvrent le feu, eh bien qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On répond. Et puis il a aussi précisé que les Américains attendaient d'ici ce soir une réponse de la part des Iraniens. Alors Donald Trump est actuellement dans le bureau ovale. On sait qu'il a une réunion, mais on ne nous a pas précisé sur quoi. Donc c'est très possible qu'il parle de l'Iran. En tout cas, on a un Donald Trump de plus en plus pressé de mettre fin à cette guerre, mais qui a envie de décrocher une victoire diplomatique. Et il y a un article qui vient de sortir dans The Atlantic par un journaliste très bien informé qui résume bien ce qu'on ressent ici à Washington. Cet article est titré « Donald Trump en a assez de cette guerre qu'il a commencée. Il aimerait qu'elle se termine bientôt. Et c'est une guerre qui a duré plus longtemps qu'il ne le pensait et qui a été plus compliquée que ce qu'il imaginait. » Merci Sonia Dridi, merci, vous étiez en direct de Washington et vous allez rester avec nous toute la soirée, bien sûr. On aime beaucoup quand vous êtes là, Sonia. Vous étiez en train de nous dire quelque chose, Samantha, c'est-à-dire à propos de la musique. Je rappelle que la Maison-Blanche vient de poster effectivement un tweet avec une musique de DJ Khaled qui dit, voilà, on l'écoute encore, tout ce que je fais c'est gagner, etc. Gagner, gagner, toujours gagner. Bon, qu'est-ce que vous vouliez dire sur cette musique et sur ce DJ ? C'est très drôle parce que DJ Khaled est très connu aux États-Unis. Il a coopéré avec Rihanna, avec Jay-Z. Oui. Donc les jeunes qui nous regardent sauront de quoi je suis en train de parler. Il est aussi musulman. Il revendique sa foi musulmane de façon très forte et il est d'origine palestinienne. Donc je ne sais pas quel est le message que la Maison-Blanche est en train d'essayer de passer. Moi, ça me fait penser de quand Trump a dit Allah est grand le jour de Pâques, de la Pâques catholique. Trump a dit Allah est grand. J'avais oublié ça. Il a envoyé un message, un tweet, je ne sais plus sur quoi était le tweet, je me souviens juste du Allah est grand. J'ai parfois l'impression que ce que je vis n'est pas la réalité. Et que ce plateau n'est pas réel et que je suis dans un monde parallèle quand je commente ces informations. Cette guerre où les gens s'envoient des missiles, les bateaux s'envoient des missiles, c'est une love tap. Alors on appelait une petite tape amicale en français. On va y revenir justement. Voilà, j'ai plus de mots. On va y revenir justement. Ces pétroliers qui sont ces destroyers américains qui ont été ciblés par des missiles iraniens. Mais la question c'est de savoir qui a tiré le premier, bien sûr, parce qu'on croyait cette guerre finie en Iran. C'est ce que nous disait Donald Trump, c'est ce que nous dit Marco Rubio. Or, les États-Unis, les Iraniens ont lancé, enfin selon les États-Unis, les Iraniens ont lancé des missiles, des drones, et ils ont été tirés depuis ces fameux petits bateaux contre ces 3 destroyers de la marine américaine. Michel Goya, Donald Trump a estimé qu'il s'agissait non pas d'une violation du cessez-le-feu, mais de ce qu'il a appelé lui-même, alors là, on peut le citer quand même, une petite tape affectueuse. Oui. Comment on peut estimer des missiles, des tirs de missiles et de drones, une tape affectueuse ? Non, mais il a qualifié de fun le fait de détruire un destroyer, une frégate iranienne et de couler net 80 membres d'équipage. Donc on est un peu habitué. Non, mais ça veut dire que dans son esprit, c'est quelque chose de dosé et de mesuré. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est le message, c'est attention, non, on n'a pas repris les opérations majeures. On est dans, on se tape, en se donnant des petites claques de part et d'autre. Enfin, les Iraniens, c'est pas ce qu'ils ont dit. Oui. Ils ont dit c'est une violation du cessez-le-feu. Oui, non, mais de fait, il n'y a plus de cessez-le-feu. Là. À partir du moment où on se tire dessus, il n'y a plus de cessez-le-feu. Donald Trump pense qu'il y a encore un cessez-le-feu. Oui, non, mais on est dans cette période, dans cette situation un peu intermédiaire où on s'accroche. Bon, bref, il fait de la politique, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais de toute façon, il n'a jamais voulu annoncer qu'il y a une guerre. Il parle d'incursion. Pour la guerre, il parle d'incursion. Une aventure même, oui. Voilà, donc la guerre qu'il a menée, c'était une incursion, et ça, c'est une étape amicale. Donc c'est le niveau en dessous de l'incursion, peut-être. Mais voilà, mais c'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. Si, c'est très sérieux. C'est sérieux parce que ça vient de Donald Trump et effectivement, il est quand même le chef d'État des États-Unis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la tête de la plus puissante armée du monde. La volonté donc ça a des incidences. De maintenir, c'est une forme de guerre très limitée, très larvée, qui est surtout là pour appuyer des négociations, quoi. Ou pour presser, c'est un petit coup de bâton, pour montrer à la fois. Là, il y a deux fronts imbriqués. Il y a le front, le détroit d'Ormuz particulièrement, et le front plus large de la guerre avec des négociations.
négociation. Donc on utilise ce front plus spécifique pour montrer que, voilà, on montre les muscles. Et on envoie un message aux Iraniens en disant, voilà, peut-être accélérer un peu dans les concessions. Alors, pour continuer à, évidemment, étudier, commenter ce que dit Donald Trump, après avoir évoqué une tape affectueuse, il a, il avait dit ça à ABC, donc par oral. Ensuite, il s'est un petit peu calmé par écrit, puisqu'il a été posté sur Truth Social. Ceci dit, il a dit quelque chose qui était assez étonnamment poétique, entre guillemets. Jugez vous-même, des missiles ont été tirés sur nos destroyers et ont été facilement interceptés, évidemment facilement. Des drones ont été réduits en cendres en plein vol. Ils sont tombés avec une beauté infinie dans l'océan, un peu comme un papillon tombant vers sa tombe. Pardon, excusez-moi, mais là, c'est-à-dire que je trouve que c'est vrai que Donald Trump, parfois, il peut avoir ces élans un peu poétiques. Sophia Marat. Oui, ça dépend quel type de poésie on aime. Moi, j'y vois plus sérieusement de faits ou de constatations. Je savais bien que vous alliez voir des constatations. Il ne veut pas nommer ça une guerre. D'abord parce que, depuis le 8 avril, il y a un cessez-le-feu et il entend que ça se poursuivre pour ne pas avoir à passer devant le Conseil. Parce que c'est lui qui est à l'origine de ce cessez-le-feu et qui veut être celui qui va le réussir. Premièrement, et deuxièmement, parce que il n'a pas envie de retourner en guerre. Donc toute son action là consiste, même quand c'est lui qui prend les coups en premier, consiste simplement, il dit voilà, je me suis défendu, c'est toujours moi qui gagne, n'est-ce pas? Mais par contre, c'est un moyen d'accumuler les cartes pour les prochaines négociations, pour le prochain round de négociations. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après, la poésie qu'il utilise pour faire passer ce message, je ne sais pas ce qui lui a pris est contestable, surtout lorsqu'on parle de comparer les drones à des papillons. Avec tout le respect qu'on a pour les beaux papillons et pour la vie Stéphane et la Goldin, mort. vous êtes sensible à la poésie de Donald Trump? Je trouve je pense qu'il exprime une sorte de beauté de l'art de la guerre. Maintenant, je ne sais pas si on peut appeler ça une véritable beauté. Quand même, parce que la guerre, c'est jamais quelque chose de beau. Non, mais absolument. Voilà. Mais pour rendre à César ce qui est à César, la fin du poste de Donald Trump, c'était justement d'en venir à ces négociations et d'exhorter l'Iran à signer rapidement ces négociations à venir. Et d'ailleurs, j'ajoute que il y a quelques heures, le vice-président américain J.D. Vance a rencontré à la Maison-Blanche le Premier ministre du Qatar pour discuter de ces fameuses négociations avec l'Iran. Mais justement, il y a ces propos de Donald Trump, mais comme on le disait tout à l'heure, et comme je le disais, il y a cette escalade contrôlée qui est actuellement menée par les États-Unis, mais aussi du côté iranien, parce qu'on sait très bien qu'il y a des négociations. Et dans le fond, on devrait faire aussi un lien avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi on le fait? Parce que dans le fond, on est avec une vision, je dirais, de l'administration Trump qui veut, dans le fond, gérer des négociations globales. Avec, quand je dis négociations globales, c'est-à-dire autant au niveau de l'Ukraine et de la Russie, autant au niveau des États-Unis, de l'Iran, d'Israël et probablement, peut-être, avec beaucoup d'espoir, le Liban. Toujours est-il qu'il y a cette volonté, en tout cas, de Trump de réunir tout ça autour de la table et d'arriver à une victoire pour lui, parce que derrière, c'est une victoire pour lui qu'il cherche. Mais on voit très bien et on est au Moyen-Orient, ne l'oublions jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons nous rapprocher d'un moment où il pourrait y avoir une négociation qui pourrait aboutir, il y aura toujours une élévation de la force au niveau des fronts avant de pouvoir retomber, avant d'arriver à la table de la négociation. Bon, concrètement, comment ça s'est passé cette nuit? Vous voyez ces images à l'écran. Ce sont deux supertankers battant pavillon iranien qui ont été mis hors service par les Américains. Effectivement, concrètement, c'était des F-18 Super Hornet de l'US Navy, Xavier Titelman. Expliquez-nous bien comment ça s'est passé. Cet avion, il était présent où? Je lis qu'il était présent sur l'USS Bush. Donc en fait, c'est des
porte-avions. Donc là, c'est un F-18 qui avait décollé du porte-avions. Il y a deux possibilités, étant donné les déclarations américaines, on n'a pas d'informations précises, mais deux options. Soit ils ont tiré avec le gros canon qu'ils ont en dessous, et là, c'est de la destruction directe. Soit c'est avec ce qu'on appelle des roquettes guidées laser, des UPK-AMS. Là, on a un désignateur, donc sous une des ailes de l'avion, vous avez une sorte de pod avec un laser qui va désigner une cible. C'est pour ça que c'est souvent des avions, soit il y a deux avions, soit c'est des avions biplaces. Donc vous avez l'officier système d'armes qui va désigner la cible, et ensuite la roquette, elle va aller taper directement sur la zone qui est ciblée. Ça permet d'éviter de taper sur des environnements qui vont pouvoir être habités, d'être très précis. Donc, est-ce qu'il est possible que ces avions aient ciblé, atteint la cheminée de ce tanker iranien? Quand on dit que c'est très précis, c'est au centimètre près. Les bombes guidées laser, faut imaginer à l'époque où il y avait par exemple la France qui les utilisait en tant que bombe contre la Libye de Kadhafi, on se permettait d'utiliser des bombes non explosives parce que c'était tellement précis. Quand vous larguez une bombe remplie de béton, donc elle fait quelques centaines de kilos, ça tapait sur le char avec une précision qui était vraiment de quelques centimètres et ça détruisait les chars juste par le poids pour éviter de faire des dégâts autour. Donc là, quand on désigne avec un désignateur laser, c'est vraiment au centimètre près. Il est immobile. Alors, alors ça, c'était cette nuit. Et il y a 2 jours, une opération similaire s'était produite. Un F-18 avait décollé du Lincoln, cette fois-ci, du porte-avions Lincoln, pour mettre hors service un autre navire iranien, le Hasna, et cette fois-ci, c'était en neutralisant, Michel, son gouvernail de ce pétrolier Lège, puisque pétrolier Lège, c'est du jargon maritime pour dire que c'est un pétrolier qui navigue à vide, parce que ces 2 pétroliers étaient à vide. Oui, bien sûr. Alors, on rappellera, il y a 2 batailles navales qui sont simultanées et parallèles. Concomitantes. C'est ça. Oui, alors rappelez-nous bien. Il y a le détroit d'Ormuz, qui est tenu, ça c'est le blocus iranien, que l'on essaie éventuellement de forcer. Et puis il y a le blocus américain des ports iraniens. Donc ça dépasse le détroit d'Ormuz. Et qui est plus large. Le centre de gravité est à partir du golfe d'Oman. Et donc là, en l'occurrence, c'est dans cette deuxième bataille qu'ont lieu toute série d'attaques contre les pétroliers vides. Effectivement. Pourquoi ? Parce que il y a une bataille à l'intérieur de cette bataille qui est la bataille des fûts. La bataille des fûts, des cuves et des stocks, où on essaie en tout cas de priver l'Iran de toutes ces possibilités, au moins de stockage. Je ne parle même pas de commerce, mais au moins de stockage du carburant, enfin du pétrole, qui sort avec l'espoir que, au bout d'un moment, les Iraniens n'auront plus de possibilité de stockage. Donc, ils seront obligés soit de fermer des puits, soit de brûler peut-être le pétrole, et de le gaspiller. Voilà. Maintenant, après, je ne sais pas quel est le destin après de ces navires. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Est-ce qu'ils vont être ils vont pas les laisser en mer comme ça ? Est-ce qu'ils vont être remorqués au Pakistan ? On voit bien que là, avec cette projection militaire, cette efficacité militaire américaine, c'est indéniable. Les Iraniens voient bien que d'un côté c'est sur le gouvernail, de l'autre côté c'est sur les cheminées, c'est précis, etc. C'est efficace. Donc tout ça, c'est dans le but que les Iraniens cessent de naviguer. Ça s'appelle un blocus. Sauf qu'il continue. Sauf que il y a quand même des navires qui passent à travers ce blocus, malgré tout. Il n'est pas complètement étanche. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a la voie terrestre aussi. C'est-à-dire que l'Iran aussi exporte beaucoup par, reçoit beaucoup d'aide par la voie terrestre. Mais militairement parlant, là, est-ce que ce que les Américains font, la façon dont ils agissent, Michel, vous estimez que c'est non seulement efficace, mais que c'est ce qu'il faut faire quand on est en état de contre-blocus, comme ils le font depuis quelques jours. Oui, non, mais tactiquement, c'est efficace. Maintenant, il faut voir les effets stratégiques. Il y a des effets forcément économiques, des effets d'asphyxie sur l'économie iranienne. Maintenant, toute la question, c'est quelle est l'ampleur de ces effets et surtout à quel moment cela va permettre de faire céder l'Iran. Ce que montre l'histoire, c'est que les blocus en soi, tout seuls, ça suffit jamais, surtout des régimes durs, des régimes dictatoriaux. Ça suffit jamais à emporter la décision. Il faut que ça s'accompagne d'autres effets, d'autres actions militaires en particulier. Il faut qu'il y ait des défaites, il faut qu'il y ait quelque chose par ailleurs. Donc ça affaiblit, mais ça ne suffit pas à vaincre incontestablement. Et puis même ces effets, ils mettent du temps. Donc il y a aussi derrière, il y a une course contre le temps des deux côtés. Les Iraniens aussi jouent la montre en se disant Trump a des obligations, il sera obligé
de céder le premier, quoi. Et Trump dit, ils seront asphyxiés, ils seront obligés à un moment donné de céder. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est un peu dans cet état un peu suspendu, en attente. Et peut-être que si ça se prolonge, il faudra passer du côté américain à la vitesse supérieure, en disant il faut. Je veux dire autrement, celui qui aura le moins de temps devant lui sera peut-être obligé de faire quelque chose et de passer à la vitesse supérieure, soit à nouveau d'attaquer, soit éventuellement, pour le coup, de faire des concessions. Stéphane Goldin, sur cette attaque, ces attaques sporadiques mais relativement incessantes depuis hier, de cette espèce de mini-bataille navale, quand même, il faut l'appeler concrètement pour ce qu'elle est, entre les Américains et les Iraniens. Il y a également le rôle des hélicoptères américains, les hélicoptères Apache, les hélicoptères Seahawk. Ce sont des hélicoptères de combat qui sont très efficaces, qui sont très connus dans toutes les guerres, je dirais, un peu partout dans le monde, qui ont une force de combat, une force d'attaque très pénétrante, qui peuvent évidemment neutraliser les côtes iraniennes pour éviter d'ailleurs que les bateaux puissent être touchés, qui ont donc une possibilité et une envergure, je dirais, d'attaque assez très très forte. Et donc on voit aussi derrière les Apaches et les Seahawk la force américaine entrer dans une phase encore supérieure, même si les Apaches et les Seahawks étaient déjà sur la ligne de front depuis pratiquement le début de la guerre. Oui. Mais là, on voit qu'on passe à une vitesse supérieure. Oui. On voit une vitesse supérieure parce que dans le fond, ces Apaches comme ces Seahawks accompagnent, je dirais, ces bateaux, accompagnent tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et surtout sécurise la côte afin justement qu'il y ait le moindre, je dirais, de risque possible par rapport aux bateaux, avec une possibilité pour ces hélicoptères d'avoir une force de frappe assez considérable. Et en même temps, je rappelle que ce soir même, au moment où nous parlons, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, affirme qu'il va recevoir, en tout cas il est en attente de recevoir la réponse iranienne à cette fameuse proposition américaine qui tient sur une page, nous dit-on, visant à rouvrir le détroit, à instaurer un cessez-le-feu de 30 jours, etc. Je rappelle également qu'il y a un obstacle majeur à ces négociations, qui est bien sûr la question du nucléaire. À propos du nucléaire, Donald Trump, et oui, encore lui, Donald Trump, écoutons-le parce qu'il est très préoccupé, vous savez, par les travaux qui se déroulent à la Maison-Blanche, pour lesquels il est d'ailleurs relativement critiqué, et il a discuté avec des ouvriers qui étaient sur le chantier. Il leur a demandé leur opinion à propos de ce qui se passait en Iran. Est-ce que quelqu'un ici pense que l'Iran devrait avoir la bombe nucléaire ? Non, non, non. Nous devons aller en Iran et les faire exploser un peu. Nos ouvriers travaillent si dur pour rendre les choses belles. Nous ne pouvons pas laisser une arme nucléaire tout ruiner. Bon, Sophia Mara, oui, les ouvriers sont un peu en randonnion devant Donald Trump. Ce qu'on peut comprendre, c'est pas évident quand vous êtes là avec un président qui vous prend en partie sur une question aussi importante. Mais Donald Trump ne l'a pas oublié, le nucléaire. Non, bien sûr, et puis il en discute avec les personnes adéquates, tout comme il a pensé à envoyer des experts aux capacités très limitées, à savoir Witkoff et Jared Kushner, pour négocier avec un État comme l'État iranien, qui était complètement incompétent, comme d'ailleurs cela a été souligné lors des tentatives de négociation sur l'Ukraine. D'ailleurs, c'est pas la première fois, il en parle là, puis il en avait parlé avec cette dame, rappelez-vous, d'une marque qu'on ne nommera pas ici, lorsqu'il avait été livré des hamburgers et qu'il avait parlé avec cette dame à qui il annonçait la levée ou l'annulation des taxes sur les pourboires, et qui lui avait dit de venir discuter un petit peu ou d'entendre parler. Oui. Il aime bien prendre à partie les gens qui se trouvent à côté de lui. Exactement. Non pas par hasard, bien sûr, puisque tout est prévu d'avance. Oui, surtout quand il est filmé, bien sûr. C'est une façon de dire, voilà, filmé, bien sûr. Je fais rentrer le peuple dans les coulisses du pouvoir. C'est une façon. Bon, ça, tous les chefs d'État essayent de rendre ce genre de moments naturels. Ils ont plutôt du mal. La semaine dernière, on vous avait annoncé sur ce plateau des ventes militaires américaines au Moyen-Orient pour un peu plus de 8 milliards et demi de dollars. En fait, il s'agit plutôt de 25,8 milliards de dollars en comptant des ventes autorisées d'urgence qui ont été donc autorisées récemment par Marco Rubio. À qui ? À Bahreïn, à
à Israël, au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Lucas Manger, de quels armements s'agit-il ? Eh bien, il s'agit, je crois, principalement d'intercepteurs. C'est d'intercepteurs dont ils ont cruellement besoin. Le plus besoin, parce que la menace étant précisée, et pour ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les Iraniens sont de plus en plus précis dans leur frappe, probablement avec de l'aide, enfin pas probablement, certainement avec de l'aide russe qui leur a permis de localiser précisément un certain nombre de lieux à frapper. Ils ont besoin cruellement d'intercepteurs de plus en plus, mais c'est une denrée, je parle sous le contrôle de Xavier qui connaît les chiffres par cœur, mais c'est une denrée qui devient extrêmement rare, non, mais précieuse. Oui, mais justement, le gros problème, Xavier Titelman, c'est est-ce que les États-Unis pourront les livrer en temps et en heure là ? Parce que je cite quand même quelques chiffres. Les Émirats arabes unis doivent recevoir théoriquement 600 intercepteurs, le Koweït 500, le Qatar 300, Bahreïn 50. Bon, ça paraît, c'est improbable. Ils vont jamais les recevoir dans les mois, dans les années qui viennent. Le dernier en date, c'est la Suisse qui devait les recevoir. Ça a été annoncé. 5 ans de retard et tarif multiplié par 3. Ça passe de 1 à 3 non seulement il y a du retard, mais en plus c'est plus cher. Et en plus, ils ont détourné de l'argent qui était attribué pour les avions de chasse pour les mettre sur le Patriot. Bref, il ne faut pas travailler avec les Américains quand on est européen. C'est un autre débat. Mais là, en l'occurrence, ils ont un autre problème. C'est qu'en dehors du volume, c'est qu'aujourd'hui, ils continuent à en tirer. Et c'est bien ça le problème. C'est si l'Iran a effectivement encore 70% de sa capacité balistique, c'est qu'il n'y a pas dans la zone suffisamment de systèmes de défense, sauf éventuellement Israël. Et pour ce qui est du détail de ce qui a été acheté, c'est intéressant. L'Arabie Saoudite a ajouté 9 milliards de dollars également en début d'année 2026. Ils ont tous acheté du Patriot, sauf un pays. Intercepteurs Patriot. Oui, les intercepteurs Patriot lourds. Sauf les Émirats. Pourquoi les Émirats ? 2 raisons. Le premier, c'est qu'en attendant, ils vont être protégés par Israël. Et deuxième chose, les Émirats ont mis 760 millions de dollars pour prendre une participation minoritaire dans la société ukrainienne Firepoint, qui va développer un système qui s'appelle Freya, un système de défense aérienne intégré qui intégrera les Allemands de Diehl et les Français de Thales. Et les Américains ont réussi à mettre à mal ce projet européen de défense aérienne dans lequel les Émirats étaient pris parti, en mettant en place une investigation par NABU, qui est le système d'anticorruption. Et le matin même où ça devait être signé, ils ont lancé une sorte de petit truc pour les empêcher de signer cet accord. Et 3 jours plus tard, ils signent ce deal dans les pays du Golfe. Alors justement, à propos des dépenses militaires aux États-Unis, tenez-vous bien, parce que nous allons vous diffuser maintenant un petit tuto, un tutoriel qui a été réalisé par Pete Hegseth lui-même, le ministre de la Guerre, le secrétaire d'État à la Défense américain, qui nous envoie donc ce tuto sur les dépenses militaires américaines. Et il l'a publié, il l'a posté il y a quelques heures lui-même. On regarde, on écoute. A broken Pentagon bureaucracy was doing the same thing for decades. When our warfighters needed more weapons, aircraft, and ships, the Department of Defense allowed contractors to double dip at your expense. But today, President Trump's War Department is flipping this rigged system on its head. We're not tolerating delays in production or cost overruns anymore. We've pushed out the bureaucrats who've made these deals in the past and replaced them with the most talented negotiators in the private sector. A group of businessmen so elite, they've been rightly dubbed Deal Team 6. Speed, volume, and fiscal responsibility. It's common sense, and it's what the American taxpayer demands. This War Department has made the move from bureaucracy to business. Magnifique. Système Samantha truqué. C'est-à-dire, c'est ce que dit Pete Hegseth. Voilà, quel est le but de cette vidéo ? C'est-à-dire, il dénonce le système qui était le système précédent pour évidemment mettre en avant son propre système avec l'équipe de négociateurs qui change tout, quoi, finalement. Mais c'est surtout un système. Alors lui, il parle de moins de bureaucratie. Alors je suis pas pour la bureaucratie, mais moins de bureaucratie, ça veut aussi dire moins de contrôle. Voilà, c'est ça. Moins d'appels d'offres, plus d'opacité. Et quand on voit déjà tous les scandales qui sortent en ce moment aux États-Unis sur, par exemple, le trading sur le pétrole, avant certaines annonces des sociétés d'investissement qui ont gagné un argent absolument incroyable en investissant, enfin en pariant sur la baisse du pétrole, avant certaines annonces de cessez-le-feu, tout ça, je suis désolée, ça ne sent pas bon du tout.
On vient d'écouter Xavier Titelman parler donc de la façon dont les Américains auraient fait capoter un deal aux Émirats Arabes Unis pour leur permettre d'avoir un système de défense aérien européano-ukrainien. La façon de personnes qui font des deals. On voit les deals crypto que font les frères Trump, que font le fils Trump et le fils Witkoff à Abu Dhabi. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Et puis surtout la glorification du fric. Regardez, moi quand j'ai vu arriver l'homme avec le cigare, je pensais que c'est quelqu'un qu'ils allaient ridiculiser. Et non, c'est celui qui va rapporter toutes les solutions. Et donc, c'est pas forcément bon pour le contribuable américain. Lucas. Vous savez ce que ça rappelle très rapidement? Ça rappelle l'époque du Doge d'Elon Musk, c'est-à-dire qui s'est soldé par un échec. La promesse de faire le ménage. Quand Elon Musk a été nommé pour faire cette espèce de soi-disant de grand ménage qui a abouti à la disparition de USAID, qui était l'un des plus grands programmes américains dans le monde, et surtout pour des économies qui n'ont jamais été réalisées. C'était juste des effets d'annonces et de fausses économies, c'est-à-dire qu'il a annoncé 2000 milliards d'économies, au final je crois que c'est même pas 90 millions de dollars qui ont été économisés, mais en mettant à bas des administrations qui étaient extrêmement utiles et en agrandissant le risque effectivement de corruption. Selon le Washington Post, les services de renseignement américains affirment que l'Iran peut survivre au blocus du détroit d'Ormuz pendant non pas quelques semaines, mais quelques mois, donc 3 ou 4 mois avant d'être confronté à des difficultés économiques graves. Et selon ces services, justement, Téhéran conserve, vous le voyez à l'écran, d'importantes capacités en matière de missiles balistiques, malgré les bombardements intenses américano-israéliens. Donc, 75%, selon ces services de renseignement, des stocks avant-guerre de lanceurs mobiles iraniens seraient encore présents, et 70% des stocks d'avant-guerre de missiles, Michel Goya. Oui, alors il y a deux aspects, un aspect purement militaire, un aspect économique. Sur l'aspect militaire, ce qui est à peu près évident, c'est que l'opération militaire a été interrompue, a été arrêtée trop tôt par Donald Trump, parce que il était désireux d'en sortir le plus vite possible, ce qui fait qu'on s'est arrêté. Non seulement l'opération a été quand même très mal préparée du côté américain, il n'y a pas assez de moyens, etc. Mais en plus, on s'arrête à mi-chemin d'une certaine façon. C'est-à-dire que on aurait pu au moins espérer, au moins éliminer, par exemple, définitivement la menace des missiles, arriver à casser suffisamment tous les stocks pour que. Alors ça demandait quelques semaines. Est-ce que ça aurait été possible ? Oui, probablement, mais il fallait continuer à frapper pendant plusieurs semaines au moins. Voilà. Et donc au moins les Iraniens auraient été privés de cette carte. Pour les drones, ça aurait été un peu plus compliqué, mais au moins on pouvait affaiblir suffisamment les Iraniens pour au minimum les placer dans une situation beaucoup plus défavorable dans les négociations. Et donc ça a été interrompu à mi-chemin. Et donc les Iraniens ont toujours ces cartes. Donc à tout moment, ils peuvent menacer de relancer des sables de missiles sur les pays voisins. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs sur les Émirats Arabes Unis ces jours derniers. Donc ils ont toujours les cartes en main. Et en plus, ils ont rajouté celle du contrôle du détroit d'Ormuz. Donc ça, militairement, ils peuvent encore tenir, effectivement. Et économiquement, on en avait parlé tout à l'heure avec le blocus, ils peuvent aussi tenir même une durée presque indéfinie. Pas oublier qu'ils sont sous sanctions économiques depuis 47 ans. Que l'Irak est resté soumis à des sanctions très sévères à partir de 1991 pendant des années, et c'est pas ça qui a fait plier le régime. Preuve que au plus haut sommet du pouvoir iranien, on lit le Washington Post. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a répliqué immédiatement à ce que nous venons de commenter en disant « La CIA a tort, nos stocks de missiles et de lanceurs ne sont pas à 75% par rapport au 28 février, début de la guerre. Le bon chiffre, c'est 120%. » Voilà ce que dit le ministre des Affaires étrangères iranien. Vous vouliez réagir, Stéphane Goldin? En sens, ce rapport de la CIA rétablit une certaine vérité. Parce que c'est vrai qu'on avait entendu énormément de chiffres où il leur restait à peine 40%, 45% de leur stock de missiles balistiques, de drones. Or, on sait très bien que les Iraniens, même pendant cette guerre, ont continué à construire des drones, ont continué à fabriquer des missiles, et on a vu
depuis un certain temps des images qui ont été exfiltrées, qui sont sorties en tout cas de l'anonymat, où on a vu des stocks de drones, des stocks de missiles qui étaient enfouis sous terre sur le territoire iranien, et le territoire iranien est très vaste. Alors oui, c'est vrai, la guerre aurait dû être beaucoup plus puissante, beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure, et aurait dû durer encore plus de temps. En tout cas, l'opération militaire telle qu'elle a été envisagée et telle qu'elle a été menée dans les premières semaines pour justement détruire encore plus de missiles et de drones, sachant qu'il y avait cette d'industrie de reconstruction qui se faisait automatiquement, avec d'ailleurs des pièces détachées qui arrivaient de Chine d'ailleurs et de Russie. Donc on voit très bien que la guerre n'est pas terminée. Oui. Par contre, économiquement, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour les Iraniens qu'ils ne le disent. En tout cas, un Israélien qui est l'ancien chef de la branche iranienne du renseignement militaire israélien dit ceci. Je vais vous faire réagir, Sophia Amara. Ce qui a commencé comme une guerre visant à renverser le régime et à démanteler ses capacités nucléaires et balistiques pourrait au contraire laisser le régime iranien plus fort qu'auparavant, renforcé par la levée des sanctions et conservant d'importantes capacités balistiques. Donc ça va dans le sens de ce que nous sommes en train de dire, de commenter, de supposer, d'évaluer, c'est-à-dire le fait que justement la République islamique d'Iran n'est pas à terre aussi facilement qu'on l'eût cru. Oui, c'est effectivement ce qu'on dit depuis le début, puisqu'on voit bien que, comme vous le disiez, tous les moyens n'ont pas été mis au service de cette guerre pour arriver à atteindre au moins les plus importants. Mais les moyens ou la volonté ? Pour les moyens militaires d'atteindre les objectifs politiques qui au départ n'étaient pas clairs de la part des Américains, très clairs de la part des Israéliens. Et finalement, aujourd'hui, c'est cela qu'on a. On a un régime qui a certes été décapité, mais avec un pouvoir qui est plus extrémiste encore et jusqu'au boutiste. Et si jamais, pour obtenir un deal, même moyen, même mauvais, Trump venait à lever les sanctions imposées à l'Iran, eh bien, mais ce serait tout gagnant pour les Iraniens. Cela dit, il faut quand même apporter un bémol à cette analyse, en tout cas, c'est de dire qu'on ne sait jamais comment et quand les régimes chutent. Et que peut-être, après avoir frappé, et que si cette population se lève à nouveau, malgré le risque qui est immense et le danger qui est immense de faire face à la machine à tuer des mollahs, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et de le voir s'effondrer. Mais aujourd'hui, économiquement et sur le point de vue balistique, il est évident qu'il peut encore tenir 2 à 4 mois selon les estimations des experts. Alors, cette analyse Sitrovey, c'est très intéressant parce qu'il est très proche des négociateurs qui ont fait les dernières négociations juste avant le début de la guerre, et il a beaucoup critiqué le début de cette guerre parce qu'il a dit que les Iraniens commençaient à faire des concessions importantes sur le nucléaire. Donc, quand un analyste israélien, spécialiste du Proche-Orient, fait ce genre de déclaration, il a fait écho aussi aux paroles du conseiller à la sécurité nationale britannique, qui lui faisait partie de l'équipe des négociateurs, qui disaient tous les deux la même chose, que finalement, cette guerre aurait pu être évitée, car nous étions près d'un début de concession pas suffisante, mais qui aurait pu aboutir à quelque chose. Donc je trouve que ce soit lui qui maintenant sonne l'alerte sur l'état des missiles balistiques iraniens, très intéressant. Donc voilà, je note ça pour le mettre dans un contexte plus large. Oui, vous voulez réagir? Oui, simplement, pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut savoir qu'actuellement en Israël, il y a énormément d'interrogations qui se posent et énormément de questionnements sur justement cette stratégie. Et je dirais même du côté de la population iranienne, il y a aussi, je dirais, une perte de confiance totale. Chez les Américains, je parle de la population qui s'est soulevée et la population qui aimerait se soulever. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'interrogations aussi du côté israélien, parce qu'Israël, dans le fond, a toujours maintenu sa même stratégie et le même cap, la destruction du régime des mollahs. Or là, on commence à voir quelque chose de beaucoup plus flou, quelque chose de beaucoup plus... Surtout ce qu'on commence à voir, c'est qu'Israël est maintenu par les États-Unis. On parlait justement des armes et de la livraison d'armes. Israël a été livré en munitions et en armes légères ces derniers temps et non pas en armes lourdes. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres commandes qui ont été mises en place sur la question d'avions de chasse et sur du matériel un peu plus lourd. Mais toujours est-il qu'on voit actuellement, je dirais,
une frilosité. En tout cas, on voit que les choses commencent à s'effriter, en tout cas, entre le front américain et le front israélien, parce que les objectifs de la guerre ne sont pas les mêmes. Et on voit aussi derrière tout ça un peuple iranien qui est déçu et qui sera complètement déçu dans les semaines qui viennent. Qui était oublié, carrément. Complètement oublié, bien sûr. Les Iraniens, vous savez, produisent souvent des vidéos Lego, etc. Donc là, il ne s'agit pas d'une vidéo Lego. Je vous laisse juge. Il s'agit de Donald Trump un peu embêté, emberlificoté, dans un tunnel. Bon, vous remarquerez attendez, il va reculer, on va le voir. Le sigle Tesla sur cet appareil. Et effectivement, Trump est coincé dans un tunnel qui est un peu la métaphore du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, Michel Goya, vous voyez, il bute d'un côté d'autre, il n'arrive pas à s'en sortir. C'est inspiré de Austin Powers. C'est une scène d'Austin Powers, effectivement, qui est très drôle. Alors, pardon, ça a été posté aujourd'hui par l'ambassade de la République islamique en Hongrie. Ah oui, non, mais on l'a dit. Chaque ambassade y va de son. On l'a dit, mais ils sont bons, quoi. Malheureusement, quoi. Ils sont voilà, ils font mal dans cette bataille, de ce front particulier de communication. Ils sont bons. Voilà, c'est malheureux. Ils sont bien meilleurs, en tout cas, que les Américains sont bien meilleurs que Trump. C'est ça qui est. Trump ne s'adresse qu'à son électorat. Donc, il envoie des messages à son électorat, alors que les Iraniens, ils surveillent Trump, ils regardent tout ce qu'ils disent, et puis ils s'adressent à tout le monde. Et ils font mal. Alors après, quels sont les effets véritablement stratégiques de cette communication ? C'est difficile à déterminer. Mais voilà, sur ce front, en tout cas, ils sont gagnants. Oui, Sophia ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le président américain s'adresse à sa base et en fait... ce qui est un peu choquant, c'est qu'en fait, elles sont naïves, ces vidéos. Elles ne sont pas de très bonne qualité. Et on se demande s'il y croit vraiment. Parce que vous aviez, rappelez-vous, Anne, de cette vidéo qui disait « winning, 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 winning » sur le site de la Maison-Blanche. C'est absolument ridicule. Alors, est-ce qu'il y croit ou ça le fait rire ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce qui est inquiétant, et le colonel Goya a raison, c'est que les clips iraniens s'adressent au reste du monde. Ils répondent à la rhétorique et au message de Trump, mais également, il s'adresse au reste du monde, que ce soit des alliés ou des ennemis potentiels, que ce soit le Sud global qui évidemment applaudit et ricane, de voir Trump dans une telle situation, effectivement, en tout cas, ils atteignent leurs objectifs et ce sont des jeunes qui se trouvent en Europe, qui produisent tout ça et qui distribuent à toutes les ambassades, comme vous le disiez Anne, notamment celle d'Afrique du Sud, de Hongrie, mais pas seulement. Et surtout, ils comprennent très très bien les codes occidentaux. C'est ça qui... Oui, ça, je crois que c'est bien quelque chose qu'ils ont montré pendant cette guerre, c'est bien cela. Les cessez-le-feu arrivent toujours là où on les attend le moins, puisque Donald Trump, à la surprise générale, a posté tout à l'heure, en début de soirée, à propos de 3 jours de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Voici ce qu'a dit exactement Donald Trump. C'est un long tweet de Donald Trump. J'ai le plaisir d'annoncer un cessez-le-feu de 3 jours. Alors il s'agit de demain, ça commence demain, le 9, le 10 et le 11 mai. En Russie, ce cessez-le-feu commémore la victoire, mais en Ukraine également, ajoute-t-il, car ce pays a joué un rôle majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Ce cessez-le-feu comprendra, selon Donald Trump, la suspension de toutes les opérations militaires, ainsi qu'un échange de 1000 prisonniers de chaque pays. J'ai formulé cette demande personnellement, et je suis très reconnaissant, dit Donald Trump, au président Vladimir Poutine et au président Volodymyr Zelensky de l'avoir accepté. J'espère que cela sera le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et âprement disputée. Les négociations se poursuivent pour mettre fin à ce conflit majeur, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, et nous nous en approchons chaque jour un peu plus. Sonia Dridi, vous êtes avec nous en direct de Washington. Vous êtes notre correspondante permanente accréditée à la Maison-Blanche. Merci d'être avec nous. Rebonjour Sonia. Donc, voyez, Donald Trump souligne dans ce long tweet que je me suis permise de lire qu'il a personnellement demandé, il est à la source de ce cessez-le-feu, et il se dit reconnaissant à Vladimir Poutine et
à Zelensky de l'avoir accepté. Est-ce que c'était attendu à la Maison-Blanche, ce tweet de Donald Trump sur cette autre guerre en parallèle? On a l'impression qu'il veut absolument réussir un cessez-le-feu quelque part. Oui, c'est cette impression qu'on a aussi. C'était pas du tout attendu. C'est vrai qu'on parle de moins en moins de cette guerre en Ukraine ici à Washington, puisque tous les sujets, les journaux parlent désormais de la guerre en Iran, et on voit un Donald Trump qui veut remettre un petit peu ce conflit au grand jour, en tout cas au menu, et aussi dire que lui-même s'implique personnellement, alors qu'on sent que les négociations n'avancent pas tellement. On a appris cette semaine par le média Politico que des émissaires ukrainiens avaient été reçus ici à Washington par les émissaires de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, mais on a l'impression qu'il y a très peu d'avancées dans ces négociations, et c'est vraiment une autre épine dans le pied de Donald Trump, parce que il avait promis, je vous le rappelle, pendant sa campagne, de régler ce conflit à peine élu. Donc là, on a l'impression qu'il veut montrer que dans ce conflit aussi, il garde les cartes en main, il a le contrôle, et qu'il essaie d'obtenir une victoire quelque part. Merci Sonia Dridi, merci. Vous étiez en direct avec nous depuis Washington. Samantha, il y a eu un cessez-le-feu unilatéral. Là, on a eu droit à 2 cessez-le-feu, côté ukrainien et côté russe. Donc, côté ukrainien, le cessez-le-feu qui a été violé par les Russes, c'était hier et avant-hier. Les Russes, quant à eux, ont proposé un cessez-le-feu qui était justement, à partir de ce soir jusqu'à demain soir, après leur parade militaire, on va y venir tout de suite. Donc, on en était là, quand brusquement Donald Trump a mis son nez dans cette affaire, et s'est peut-être dit que c'était plus facile d'obtenir un cessez-le-feu, certes très court. Moi, je suis un peu étonné qu'il rajoute dimanche et lundi. Oui, il rajoute dimanche et lundi. À quoi va servir ce cessez-le-feu? Alors c'est plutôt positif. Alors, les Ukrainiens avaient demandé un cessez-le-feu sans date limite. Il faut aussi le préciser. Alors que les Russes, c'était 2 jours. Les Russes, c'était 2 jours, et les Russes ont profité du cessez-le-feu ukrainien pour bombarder des sites civils ukrainiens. À Zaporizhzhia, à Kharkiv, et à Kherson et à Kramatorsk. Et il y a eu une vingtaine de morts. Mais ça continue, si vous voulez, tous les jours, depuis des semaines et des semaines, on voit des cibles civiles bombardées, des enfants tués dans ces bombardements. Mais pour en revenir à ce cessez-le-feu, ce sera très intéressant de voir s'il tient, parce que le président ukrainien a répondu en émettant un décret, disons, j'autorise la parade du 9 mai avoir lieu sur la place à Moscou. À Moscou. Il n'y aura pas de frappe à Moscou. Sur les coordonnées suivantes, ils donnent les coordonnées satellites exactes de la place rouge. Et ils disent aussi, Kiev ensuite a rajouté que les Ukrainiens répondront à des bombardements russes, mais ne bombarderont pas d'autres sites russes pendant ces 3 jours de cessez-le-feu. Alors, on va aller à Moscou dans quelques instants, où nous attend Jérôme Garot, notre envoyé spécial permanent. Mais effectivement, coup de théâtre grâce, je dirais, à Donald Trump. Mais hier encore, écoutez ce que disait Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, concernant la possibilité de ce qui pourrait arriver demain lors de la parade militaire du 9 mai à Moscou. Certains États proches de la Russie indiquent que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou. Une étrange envie par les temps qui courent. Nous le déconseillons fortement. Lucas Manget, donc hier, Volodymyr Zelensky déconseillait à quiconque de se rendre à Moscou. Aujourd'hui, après l'annonce de Donald Trump, il décrète qu'il n'y a aucun problème et que la parade ne sera pas attaquée à Moscou, qu'il la permet, qu'il l'autorise. Il y a donc effectivement là une volonté politique d'être d'accord avec Donald Trump, bien évidemment, de ne pas déplaire à Donald Trump. Il y a même plus que ça, je trouve. Il y a une volonté un peu de se moquer de Poutine dans la manière dont il communique, c'est-à-dire en disant au chef d'État étranger n'y allez pas, c'est dangereux. Puis comme le disait Samantha à l'instant, donnant les coordonnées GPS de la place rouge, il y a une forme de volonté d'abord de montrer sa puissance militaire et de dire je suis fort, enfin nos armées sont fortes et on peut aller frapper à Moscou, et donc ne frappez pas, voilà bien les coordonnées que toutes nos unités de l'armée. Pour le moment, c'est des mots, c'est-à-dire ils ont pas frappé ou pas frappé. C'est pour ça que je dis qu'il y a à la fois une forme de puissance et d'ironie
dans la manière dont Zelensky, je trouve, communique ces jours-ci sur ce défilé du 9 mai en Russie, comme s'il avait repris la main ces dernières semaines, ces derniers jours, repris la main sur le narratif, contre le narratif russe. Et il est très fort parce qu'il profite des moments de faiblesse de Vladimir Poutine. On sait que Vladimir Poutine en ce moment est c'est ça la vie de l'autocratie russe. On va beaucoup en parler, notamment demain. On sera bien évidemment bien sûr, à Moscou non, mais je n'anticiperai rien là-dessus. Mais on voit bien que Zelensky a une capacité incroyable de profiter des moments de faiblesse de l'adversaire pour, d'une certaine manière, ironiser dessus. Oui, est-ce que vous n'avez pas l'impression non plus, Michel Goya, que quand même il y a aussi, dès que Donald Trump s'empare d'un sujet, et là ça fait longtemps qu'il n'avait pas dit quelque chose d'important sur cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, bien évidemment, l'attention sur ce conflit médiatiquement parlant reprend, oui. Et c'était également ce que souhaitait Volodymyr Zelensky. Oui, alors ce qui est étonnant, enfin c'est étonnant non, mais ce qui est important dans cette séquence, c'est que finalement l'homme fort c'est Zelensky dans cette affaire. Il faut quand même comprendre cette situation incroyable où la parade du 9 mai à Moscou tient à la bonne volonté de Volodymyr Zelensky, en fait. C'est lui qui de fait autorise cette parade. Sinon, il pourrait l'interdire en disant, écoutez, ils sont dans une position maintenant. Ils viennent de frapper il y a encore quelques jours dans l'Oural. Ils sont dans une position, les Ukrainiens, de frapper n'importe quel endroit dans la Russie d'Europe. On imagine cette situation extraordinaire. Personne n'aurait imaginé ça il y a 4 ans. Et donc, c'est lui qui est en position de force finalement c'est lui qui donne l'autorisation finalement de la parade et qui fait plaisir éventuellement à Donald Trump parce que ça lui donne l'occasion d'avoir un petit l'impression qu'il fait quelque chose sur ce dossier. Et Donald Trump doit être à 2 doigts de dire que il a obtenu une quasi 11e paix ou 12e paix dans le monde quelque part. Un conflit. Jérôme Garraud, vous êtes à Moscou. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de sécurité dans les rues de la capitale russe à la veille de cette commémoration importante ? Bonsoir, oui, nous nous trouvons à Moscou, dans le centre de la capitale, près de l'une des avenues principales qui est décorée pour l'occasion. Vous voyez tous ces drapeaux sur lesquels il est écrit Pabieda, qui signifie la victoire. En revanche, il n'y a pas, contrairement aux années précédentes, il n'y a pas de barriérage, pas de barrière. Vous voyez tout autour de l'avenue. C'est ici d'habitude que passe le matériel militaire, mais demain, pas de blindés, pas de chars pour la première fois depuis 20 ans. En réalité, la sécurité va se concentrer plus bas, dans cette direction, tout autour de la place Rouge, qui sera vraiment fortifiée dès demain matin, avec des tireurs postés autour du Kremlin. Je me suis rendu là-bas tout à l'heure, cet après-midi, pour jeter un œil, et l'endroit était déjà saturé par les forces de police, des portiques de sécurité étaient en train d'être montés. Par ailleurs, demain, le réseau téléphonique et l'Internet mobile seront totalement coupés, évidemment, dans le centre de Moscou et tout autour de l'endroit où va se passer la parade. Mais même ici, où nous nous trouvons, à plusieurs kilomètres de la place Rouge, le réseau sera également éteint. Xavier Titelman, donc dans ce décret formulé par Volodymyr Zelensky aujourd'hui, il y a les coordonnées précises de 4 points qui sont, bon là on voit, enfin je connais bien Moscou, mais enfin tout le monde peut, c'est la place Rouge. Donc effectivement ce sont les 4 coins du rectangle de la place Rouge. Donc si je comprends bien, Volodymyr Zelensky dit que il interdit de frapper dans cette zone. À l'intérieur de cette zone, mais pas à l'extérieur. Pas en dehors. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, les Russes ont accumulé énormément de défense aérienne, notamment Pantsir. 160 systèmes de défense aérienne ont été répertoriés par les photos satellites qui ont été prises sur Moscou dans les derniers jours. Si bien qu'ils ont déshabillé le front et qu'ils ont aussi déshabillé un certain nombre d'infrastructures que les Ukrainiens frappent allègrement depuis un certain nombre de jours. Il ne faut pas oublier que depuis le mois de mars, les Ukrainiens lancent plus de missiles à longue portée que les Russes. Ils ont pris la domination dans le domaine, notamment avec une nouvelle version du missile Yuti qui est furtive. Et alors là, je vais vous dire quelque chose. La semaine dernière, donc j'étais en Ukraine, c'est pour ça que j'étais pas là, et j'ai rencontré un des responsables des 3 brigades, des 3 bataillons qui sont en charge des tirs à longue portée. Et ben, je pense qu'ils sont déçus parce qu'ils avaient prévu quelques petites choses dans cette période, et donc forcément, il y a d'autres cibles qui vont être possible, mais dans tous les cas, les Russes n'auront pas le temps de redéployer leur système de défense aérien avant la fin de ce pseudo cessez-le-feu. Mais il y a vraiment des choses qui étaient prévues, et je précise aussi que le rapport de force aujourd'hui qui s'est effectivement inversé dans le domaine de la longue portée est également réel sur le front. La guerre des drones est en train d'être gagnée par les Ukrainiens, et depuis 2 mois, les Ukrainiens ont libéré plus de territoires que ce que les Russes ont réussi à progresser. Et ça, c'est quand même un basculement majeur. Oui. Stéphane Goldin ? Comme je le disais tout à l'heure, on est dans une négociation globale
avec une volonté pour les États-Unis de vouloir marquer des points et montrer des actes de victoire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Anne, le focus va être bougé, le focus médiatique va être bougé ces 3 prochains jours sur la zone ukrainienne, sur la zone russe. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer sur une autre zone. Parce que quelquefois, on peut très bien développer un focus, on va dire une vision des choses pour marquer, et on sait très bien la force des médias, et on est bien placé pour en parler, sur une zone bien précise, pour pouvoir faire autre chose derrière. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, est-ce que dans le fond, la volonté aussi de Donald Trump, parce que je vous rappelle quand même qu'au mois de mai, il va rencontrer quand même le président chinois, et cette rencontre est quand même très importante, et de ne pas, en allant vers ce cessez-le-feu qui va durer 3 jours, éviter qu'il y ait une alliance qui se continue à se renforcer entre la Russie, la Chine et l'Iran. Parce qu'il y a derrière tout ça un jeu géostratégique qui n'est pas simplement à l'échelle du Moyen-Orient ou qui n'est pas simplement à l'échelle de l'Europe, mais qui est bien plus large que ça, qui est complètement mondial. Donc beaucoup de questions se posent. Alors c'est vrai que tant mieux qu'il y ait ce cessez-le-feu, tant mieux qu'il y ait cet échange de prisonniers. Qu'est-ce qui va en sortir ? Wait and see aussi, encore une fois. Il n'y aura, Samantha de Mendern, aucun équipement militaire demain à Moscou, ce qui est quand même la première fois depuis 20 ans, et ce qui est assez choquant pour beaucoup de Russes. Et il y aura également très peu de présidents. Alors ça tranche énormément avec l'année dernière, parce que l'année dernière c'était les célébrations du 80e anniversaire de cette victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Les présidents russes qui seront là sont évidemment le très fidèle Alexander Loukachenko de la Biélorussie, le président du Kazakhstan, le président du Kyrgyzstan, bien évidemment, également les chefs d'État du Laos, de la Malaisie. Il y aura les présidents de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, qui sont toutes les deux non reconnus, c'est-à-dire reconnus que par la Russie. Et le Premier ministre de la Slovaquie, Monsieur Fico, qui sera, je précise, à Moscou, qui va voir le président Vladimir Poutine, mais n'assistera pas à la parade. Alors, moi, j'avais lu qu'il y avait un démenti total qui ne sera même pas à Moscou. Vous avez sans doute des informations plus fraîches que les miennes. C'est absolument incroyable. Vous parlez de Fico, hein ? De Fico, voilà. C'est absolument incroyable qu'un chef d'État européen